Bon les gars, merci d'avoir accepté cette invitation tardive pour un nouvel épisode. Alors bon, on avait prévu de parler d'un sujet, mais comme Valérian s'est désisté, on a dit qu'on allait parler d'un autre truc. Alors moi je vous propose de faire cet épisode d'une manière un peu plus libérée, on va dire. Il y a une question que j'aimerais bien vous poser en fait, parce que d'ailleurs je voulais te la poser depuis super longtemps. Tu sais, en fait, il y a cette phrase que les entrepreneurs, c'est des infinite learners, tu vois. Et c'est des gens qui sont capables d'apprendre à l'infini, etc. Et en fait, c'est super difficile parce qu'en même temps, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui exécute et il peut pas donc apprendre de manière. Enfin, il va apprendre beaucoup par l'exécution, mais il doit aussi apprendre par je sais pas, les interviews, etc. Et je me demandais comment c'est quoi un peu le conseil que vous devriez donner ou que vous conseillerez et que vous faites aussi au quotidien pour apprendre vite, en fait, et exécuter mieux. Question hyper ouverte. Je sais pas moi si j'ai une démarche très très active. Toi, tu dirais que t'en as une ou pas? Bah, si j'ai envie d'apprendre un sujet, ça va être toujours par l'exécution, faire, parce que du coup, ça va être vu que l'expérience c'est la conséquence de faire des erreurs, plus je vais faire d'erreurs, plus je vais avoir de l'expérience sur un sujet donné, tu vois. Et donc, notamment en montant en compétence sur certaines technologies ou des méthodologies, tu vois, par exemple, le sujet de l'IA en ce moment, ça fait maintenant plusieurs années, mais eh ben, la montée en compétence là-dessus, c'est uniquement en pratiquant, quoi. En pratiquant et en prenant. En fait, il y a une notion de. Je crois qu'il y a un bouquin là-dessus oui, ça s'appelle le life design, je crois, le bouquin. Ah, je connais pas. Et en gros, bah, c'est comment tu vas designer ta vie pour qu'elle suive un chemin relativement cohérent entre tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit perso ou pro. Et Ouais, j'ai compris le titre. tu vois. Et du coup. Et ouais. Et du coup, dans le live design, là, je prends l'exemple de, t'as envie de monter en compétence sur l'IA, t'as envie d'apprendre l'IA, mais en fait, si t'apprends l'IA tout seul, sans un contexte, sans avoir un contexte, D'application. un contexte d'application ou un besoin réel, quelque chose que tu vas en tirer plus que juste apprendre une nouvelle manière. Enfin, là, pour le cas, les LLM. Eh bien, c'est suboptimal. En fait, tu vas faire un effort que tu vas pas rentabiliser tout de suite. Ou alors, tu vas faire un effort qui va être totalement futile. Futile, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, qui va être moins efficace. Qui ne va pas t'apporter de gain, puisqu'en fait, tu vas faire un effort, mais tu vas pas l'utiliser ensuite. Par exemple, l'exemple bête, c'est j'apprends à utiliser des LLM, à monter des LLM en local, à faire des workflows de LLM, etc. Donc de large langage modèle, voilà. Sauf que derrière, en fait, j'ai aucun usage pratique dans mon quotidien là-dessus. En fait, c'est le meilleur moyen d'oublier, parce que la manière dont on apprend, c'est par la répétition, le séquencement, les flashcards, etc. Donc, du coup, en tout cas, un truc ce que je vois un peu comme ce que j'ai comme pattern, c'est que je vais pas avoir envie naturellement d'apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est par le quotidien que je vais me dire tiens là, il y a quelque chose à voir et je me sens pas à l'aise là-dessus, et je vais coupler l'apprentissage à le plus souvent, bah là du coup on est en plein dans le sujet sur les SaaS, à un problème que j'ai sur un SaaS ou une envie que j'ai de faire un SaaS pour exploiter ça, tu vois, parce que il y a ceux qui font, je terminerai là-dessus, je terminerai là-dessus, David. Mais il y a ceux qui font les getting started et qui passent leur vie à faire des getting started ou faire des projets, tester de nouveaux frameworks. Voilà, faire un nouveau GitHub et puis tester des trucs dessus. Ou c'est comme ceux qui font des blogs tous les 4 matins, des nouveaux blogs. Mais en fait, l'important c'est d'aller jusqu'à la prod. C'est une fois que c'est en prod que ça existe, c'est une fois qu'on a des clients dessus que voilà. Et là, la différence que je vois, c'est que dès que tu vas apprendre quelque chose, l'important, ça va être de l'emmener jusqu'à la prod qui veut souvent dire le mettre dans les mains d'autres clients que toi-même, parce que c'est là où tu vas pouvoir éprouver ce que tu as appris et voir tous les petits angles, toutes les petites astérix, les petits disclaimers de tiens, en fait, on t'a dit dans la doc que ça allait marcher comme ça, mais en réalité, dans tel cas, ça n'a pas fonctionné. Et c'est là où tu tires de la vraie expérience et que tu apprends vraiment en profondeur un sujet, selon moi. Ouais, moi je suis à la fois d'accord et en même temps je complète très bien, c'est que c'est peut-être de la pédagogie un peu simplifiée et, de ce que j'en ai compris, je suis pas à l'état de l'art là-dessus, mais t'as un peu de grands courants d'approche qui existent. Si on prend les extrêmes, t'as ce qu'ils appellent la pédagogie déductive, ça veut dire que je t'explique un concept, une loi, un truc général, et ensuite tu vas être capable dans un second temps de la décliner sur un cas réel, une implémentation, un exemple. Et il y a l'inverse, la pédagogie inductive, où plutôt que d'apprendre d'abord la loi, je vais te montrer des exemples, et puis à force d'exemples, on va essayer de remonter vers la loi. Et en fait, c'est le même contenu qui va être vu dans les deux cas, c'est juste que c'est la manière, l'ordre dans lequel tu l'abordes.
Et en fait, moi, je suis persuadé que, enfin, dans les postures où je me retrouve à enseigner quand je donne des formations, etc., que idéalement, si tu peux faire, enfin, le meilleur truc à faire, c'est de faire un aller-retour entre les deux. En fait, est-ce que tu es plus sensible à l'un ou à l'autre? C'est pas très important parce qu'au fond, il faut les deux, je pense. Si on veut vraiment être qualitatif dans un apprentissage, tu as besoin à la fois de partir de la théorie et de l'appliquer, et à la fois de partir de ton cas d'exemple et de remonter sur de la théorie. Il y a besoin de bosser un peu les deux chemins, quoi. Et en fait, moi, pour répondre un peu plus à ta question maintenant, je me rends compte que j'ai tendance à faire les deux dans le quotidien, enfin un peu comme deux process séparés, c'est-à-dire que il y a des choses où je vais tomber dessus un peu comme ça, et puis ça va m'intéresser, ça va me trigger parce que c'est un sujet qui est proche d'autre chose qui me plaît ou qui me parle ou qui m'intéresse, ou alors je me dis ce truc-là, peut-être que j'aurai un meilleur outil à ma ceinture si je le bosse un peu. Et là, je vais souvent un peu avoir la flemme, tu sais, c'est un peu le truc que tu fais en fin de journée, et du coup, je vais lire des trucs dessus, je vais me bâtir une sorte de modèle mental, et puis indexer 2-3 trucs dans ma tête, faire que de la partie théorie, quoi, en gros. Ça veut pas dire forcément bourriner des papiers académiques ou quoi, mais vraiment juste faire un survol, une indexation, quoi, en quelque sorte. Et après, il y a des moments où, comme dit FG, je vais me retrouver plutôt essayer de pratiquer, parce que effectivement, c'est comme ça que tu passes du temps avec le matériau, et c'est assez important pour apprendre. Et c'est comme ça que tu vois les détails qui sont pas forcément annoncés dans le premier passage. Quand tu survoles, tu peux pas voir comment ça se comportera dans le détail tout le Ouais. temps. C'est intéressant parce que par exemple moi par exemple un moment quand j'étais un peu plus dans la côté théorique, etc., j'apprenais beaucoup de blog posts et j'essayais de réciter, du coup de conseiller les startups, j'étais vraiment en partie consulting, et je suis très mitigé parce que certes tu as beaucoup de knowledge que tu emmagasines, etc., tu vas l'envoyer à plein de monde, mais en fait il y a les choses les plus puissantes que tu apprends, c'est toujours par l'exécution. Et c'est pour ça qu'il y a un triptyque que j'aime bien, c'est probablement un des premiers trucs que j'apprends à ma fille, c'est au début tu apprends, tu vois, après tu exécutes, et après tu enseignes. Et quand tu enseignes, tu réapprends encore des choses, et ça reboucle. Et en fait, c'est une boucle. Et du coup, l'idée, c'est que je pense que quand tu vas apprendre vite, c'est toujours savoir jongler entre les trois et passer de l'un à l'autre. Alors, ça peut être difficile, mais parce que des fois, il y en a qui sont tellement dans l'exécution qu'ils n'ont pas le temps. Ils vont dire, moi, je lis pas de blog post, tu vois. D'ailleurs, c'était une blague qu'on m'avait dit, à un moment, j'avais dit, à The Family, genre, on est super le blog post à passer les entrepreneurs. Et ça m'avait répondu, non, mais attends, t'as cru les entrepreneurs, ils ont des blog posts? Et en fait, ce qu'il voulait dire derrière cette époque-là, c'est qu'ils ont pas le temps. Les mecs, ils sont toujours en train de rusher, etc. Ils doivent passer de 0 à 50. Et c'est comment est-ce que tu fais justement pour trouver un équilibre là-dessus? Parce qu'en même temps, il y a quand même pas mal de choses que tu peux, c'est un peu comme le groupe de ça qu'on a, tu vois, on s'envoie des trucs. T'as des trucs que tu peux apprendre qui peuvent aider en même temps. Oui, parce que tu peux pas, si tu tournes complètement le dos à la théorie, tu retrouves dans le même où tu vois des gens qui poussent une charrette avec des roues carrées et l'autre avec ses roues rondes en disant vous voulez pas des roues rondes, et ils sont non, occupés à bosser en fait, là, arrête de vous embêter. Donc effectivement, mais en fait je pense que c'est une question de dosage. Il y a plein de gens qui de toute manière n'aiment pas lire les trucs théoriques ou lire les blog posts, j'imagine, et du coup ça dépend des sujets personnellement. Et donc, des fois, ce qui est bien quand tu pratiques, c'est qu'au moins, comme disait FG, si tu te retrouves sur un sujet où tu as un intérêt à le faire, et que tu réussis à faire un peu d'une pierre deux coups, et un des coups, c'est apprendre, et que l'autre coup, ça peut être, je sais pas moi, faire un projet pour ta boîte, ou créer un SaaS, ou whatever, en fait, là, tu as une incentive, ça te donne envie d'aller jusqu'au bout, et ça te garde motivé, et du coup, dans ces cas-là, c'est cool. Mais en fait, si tu fais que ça, des fois, tu passes à côté de pans entiers de théorie. Alors après, tu peux accompagner ça d'un mentoring, d'un réseau, t'appelles ça comme tu veux, mais d'avoir des interactions avec le monde extérieur. Nous, je sais qu'avec FG, on a souvent ce genre d'échange où on se file des petits tips, etc. Sur plein de trucs. En fait, c'est hyper précieux parce que je peux pas faire la veille qu'il fait, il peut pas faire la veille que je fais. On est chacun dans des zones différentes à certains moments, même s'il y a une partie commune ou je sais pas quoi. Et en fait, ces trucs-là, c'est purement de la théorie. Des fois, on se parle de certains trucs parce que juste on les trouve cool ou élégants ou sympas. Et en fait, si tu fais ça avec assez de gens, ça peut être finalement un moyen de manger de la théorie sans avoir vraiment un intérêt à le faire là maintenant, tu vois. Je pense que tu peux pas tout le temps être dans une démarche d'outillage j'ai un problème, je trouve un outil. Des fois, c'est cool de savoir quels outils existent, tu vois. Mais en même temps, t'es pas non plus, comme tu disais encore une fois tout à l'heure, ça sert un peu à rien de maîtriser un outil si tu sais qu'il te servira jamais, et d'aller dans le détail, parce qu'en fait, le jour où il te servira peut-être, il sera passé du temps, t'auras perdu ce que t'as appris un peu. Là-dessus, d'ailleurs, il y a un type de papier que j'aime bien, de papier scientifique, là, qui s'appelle les surveys, où sur un sujet particulier, il y en a qui ont cherché d'essayer de catégoriser l'ensemble des méthodes, des pratiques, des outils autour de ce sujet-là. Donc, par exemple, en survey, il y en a un qui est super sur les LLM, du coup. Toujours, je pense qu'on va parler, enfin, moi, je vais parler toute la soirée, du coup. Mais sur les LLM, et en fait, ils te catégorisent toutes les méthodes de prompting,
Et donc, bah là, moi, ça permet de s'ouvrir sur ce qu'on sait pas, parce que tu te dis, ok, zero shot prompting, je connais. Et là, j'ai un trou de mémoire. C'est quoi ça, zero shot prompting? Bah, zero shot, en fait, c'est que tu donnes pas d'exemple dans ton prompt. Tu te donnes pas d'exemple de comment le LLM doit te répondre. Few shot prompting, tu donnes quelques exemples. Et puis tu as Three of Thought, mon anglais est ce qu'il est, mais en gros arbre de pensée, où on va décrire étape par étape comment faire. Mais en fait, il y en a 15 ou 20 en tout des méthodes qui sont reconnues maintenant en prompting. Et donc dans un petit papier comme ça, et en plus ce que j'aime bien avec les papiers scientifiques, c'est qu'ils essayent de faire succinct et précis. Donc tu gagnes du temps, succinct et concis. Et ben ils te décrivent ça, et ils te décrivent aussi après, ben voilà les différents, voilà comment on catégorise les différentes couches de LLM. Et donc en fait, je rejoins totalement ce que tu dis, David, ça te donne la vue très théorique. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je lis ça, je suis déjà dans un contexte de toute façon, je sais que tu parlais d'enseigner, c'est totalement vrai. Je savais que j'avais une conférence à donner sur les IA, sur des entrepreneurs qui n'ont pas encore fait totalement la transformation numérique, on va dire. Donc tu te dis bon, t'as ça, et en même temps, bah tiens, on avait une idée de boîte qui s'appelle Natalia, getnatalia.com là, où en fait l'idée, bah voilà, c'était de faire une IA vocale qui aide, bon bref, etc. Et en fait tu te dis bon, bah je vais lire ça parce que de toute façon je sais que ça va me permettre d'améliorer ce que j'ai en tête à ce moment-là. Un point que je voulais aussi revenir là-dessus, c'était sur la consommation de contenu. Donc on s'est dit 3 axes, consommation de contenu, exécution et enseignement. Sur la consommation de contenu, il y a un réflexe que j'ai et que David a aussi, je crois. C'est que le risque qu'on a, c'est qu'on est donc à date, on est soumis sous de l'information. Voilà, de manière massive boulimique. De manière massive boulimique, que ça soit sur X, que ça soit sur YouTube, que ça soit, etc. Et le risque, c'est de se réveiller un jour et de se dire, ça fait 30 ans que je consomme tous ces contenus-là, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre, et en fait, j'ai pas pérennisé ce que j'ai capté. Et donc en fait ça c'est connu depuis des siècles en fait, avec Zettelkasten notamment. Et en gros l'idée, c'est avec un moment Zettelkasten, mais en fait l'idée c'est de dire de ce que j'ai consommé, j'en extrais l'essence de ce que je viens de comprendre et je vais le noter dans mon système. Mon système, ça peut être un système de feuilles, mais ça peut être aussi, là on va parler outils, mais ça peut être une sorte de base de connaissances personnelles, un deuxième cerveau, un second brain. Donc, qui peut s'appeler Logseq, Obsidian, Rome Research, Notion, voilà, etc. Dans lequel, en fait, dedans, on va noter tous les sujets qui nous intéressent. On se dit, tiens, ça c'est intéressant. Hop, le tweet, je le prends, j'extrais l'info qui m'intéresse, je le mets dedans. Et donc, du coup, ça te permet après, au fil du temps, de construire toi ta propre représentation théorique d'un sujet. Et donc, par exemple, ma page au fil des mois sur les LLM et Gen AI, elle s'est vue étoffée de voilà les méthodes, voilà les outils, voilà les techniques de prompt, voilà les modèles voilà les différents modèles, les dates des modèles, quel est l'avantage d'un modèle sur un autre, comment on fait du fine tuning, qu'est-ce que c'est du LoRa, du QLoRa, etc. Et en fait, plus tu consommes, et en plus on profite de l'effet bulle dans ce cas-là. Plus on va, avec l'effet bulle YouTube, X, etc., on va avoir d'autres contenus qui vont afficher, qui vont venir de personnes qui vont nous intéresser parce qu'en ce moment-là, on s'intéresse sur ce sujet-là, donc les réseaux sociaux le captent. Mais il faut pas s'arrêter là, il faut vraiment, je pense, digérer cette information, pas juste la consommer. Et pour la digérer, il va falloir la mettre dans un endroit sur lequel on va pouvoir revenir plus tard et faire ce qu'ils appellent finalement le digital garden. Donc faire son petit jardinage. Retravailler ses notes sans cesse. Et justement, ça n'a pas de sens si tu écris juste. Moi, je fais ça aussi, mais j'ai des pages de notes avec des trucs. Ça va me prendre un week-end à tout retravailler. En fait, si tu fais pas cette démarche de retravailler, en fait, tu passes pas le next level au niveau de tous les knowledge que tu as emmagasinés, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que tu commences aussi à comprendre mieux certains concepts et du coup à les expliquer de manière plus simplement. Moi, c'est l'effet Feynman que j'adore. Genre, c'est si tu veux voir si t'as vraiment appris quelque chose. Alors, ça marche pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Si t'arrives à l'expliquer de manière simple avec des exemples bien parlants qui vont pas être longs. Et ça, tu peux l'avoir souvent que par la répétition, un coup de longtemps en fait. Il faut expliquer le concept plusieurs fois et d'en parler. Et mais ça, ouais, c'est pour ça que je trouve. D'ailleurs, je pense que l'enseignement, c'est un truc qui est souvent dire sous-estimé. L'exécution, c'est clair. Ça, c'est l'exécution, tu vas prendre vite, t'exécutes, tu vois. Genre, tu vas récupérer beaucoup d'informations, etc. Mais par contre, l'enseignement, il y a peu de gens qui se mettent dans cette situation-là, et je pense que c'est une manière de encore grimper, en fait, apprendre plus vite encore. Et parce qu'avec l'enseignement, on va devoir prendre du recul sur ce qu'on a appris. Et ça permet parfois de se dire que tout n'est pas rose et qu'en fait on est sur un spectre et qu'il y a des côtés positifs et négatifs à chaque chose qu'on va annoncer.
parce que ça permet aussi de recadrer ce dont on s'apprête à parler. Par exemple sur les IA génératives, c'était le sujet. En fait, on s'aperçoit que ça te force en fait. Si t'as pas encore fait le jardinage de ton jardin numérique sur ta page GenIA par exemple, Générative AI, moi ça m'avait obligé à le faire en me disant ok, en fait les génératives AI, comment je catégorise? En fait, tu es en train de faire le travail d'un scientifique qui a écrit un papier scientifique sur les surveys, qui est en train de catégoriser tout un pan et qui est en train parce que l'humain il a besoin de catégoriser pour découper la connaissance en petits blocs, nommer ce bloc-là pour ensuite pouvoir rentrer plus en détail dans un bloc. Et donc tu dis en fait moi ma segmentation c'était texte to texte, texte to image, texte to vidéo, etc. Et en fait les modalités d'IA. Et bien de cette manière-là j'ai pu sectoriser les outils, qu'ils soient open source ou private source, les méthodologies, etc. Et en fait cette prise de recul, j'ai pas de palais mental, je sais qu'il y en a qui en ont, mais ça me permet moi quand tu me parles maintenant de GenIA, j'arrive à mettre dans la boîte. J'ai le sommaire, j'ai pas le contenu, mais j'ai le sommaire dans la tête. Ouais, de la discipline. Oui. Et avant la GenIA, c'était le marketing, parce que je me disais, je suis mauvais en marketing, il y en a besoin pour faire des SaaS, c'est quand même pas trop mal, voilà. Et sur la partie captation d'informations, plutôt que X et YouTube, je m'étais abonné à 2-3 newsletters super intéressantes de gars qui t'apprennent le market, mais c'est trop bien. Enfin, ils font un travail extraordinaire, ils font des illustrations super, et c'est gratuit. Je sais pas ce qu'on peut demander de plus, quoi. Et donc le fait tu consommes ça par email, hop, tu ingères, et du coup j'ai compris que le marketing, en fait, là je peux te dire de tête, t'as l'inbound, l'outbound. Dans l'outbound, on va avoir telle et telle manière de faire. Dans l'inbound, ça va être référencement. Dans le référencement, je peux avoir mes cocons sémantiques, etc. Et en fait, tu vois, cette notion de compréhension de la connaissance de manière arborescente et la représentation en graphe dans ta tête. Ça, c'est pas naturel, mais le fait de l'écrire, en fait, en mettant à jour, en jardinant dans ces pages-là, ça percute dans ta tête parce qu'il y a cette fameuse répétition qui est nécessaire pour le cerveau humain, la mémoire humaine. Oui, la classification. En fait, je sais pas à quel point je m'avance en disant ça, mais ça fait quand même pas mal penser à un palais mental finalement. Enfin, c'est quoi un palais mental en fait? Je connais même pas. En fait, c'est une théorie qui, si je vais essayer de résumer, tu me corriges, je suis pas non plus hyper au taquet là-dessus, mais globalement, ça revient à dire, si tu veux retenir des informations, genre par exemple là, j'ai un jeu de cartes, on les a triées, tu dois retenir dans l'ordre que c'est. En fait, il te faut une stratégie parce que le cerveau humain est pas très bon dans la linéarité. T'es obligé de trouver des choses qui, comme l'ordre des planètes, c'est Monsieur venait tirer ma jupe sans une naturelle pudeur, et t'arrives à savoir ça, par exemple. Par exemple, il y a plein de techniques, mais t'as des gens qui sont capables de retenir 200, 3000 chiffres. Après, dans Pi, tu vois, par exemple, les tableau de Mendeleïev aussi, je pense. De quoi? Tableau de Mendeleïev aussi, j'imagine, sur le truc, par exemple. Ouais, mais ça, à la limite, c'est petit. Mais moi, je te parle d'un truc, par exemple, là, retiens 200 décimales de Pi. 200 décimales de Pi, c'est un peu rude, tu vois. En fait, il y a des stratégies. Les gens, ils imaginent des choses, ils mettent des images sur certains trucs. Et en fait, le palais mental, c'est un petit peu une implémentation de ce truc-là où tu dis, là, on est dans une pièce. Tu la connais peut-être, c'est chez toi, par exemple. Tu sais que si tu rentres, après, il y a le canapé, il y a machin. Et en fait, tous ces points d'intérêt que tu connais déjà, tu vas y associer une idée. Un truc que tu dois apprendre, le nombre 2, le nombre 5, etc., peut-être. Et en fait, tu vas pouvoir naviguer très facilement dans ce palais mental, cette construction mentale dans l'espace. Et ça va trigger tes sens qui en tant qu'animal qui se déplace dans l'espace, t'es capable de te rappeler qu'il y a une chaise, il y a un canapé, il y a machin. Et en fait, ça va te rendre l'apprentissage beaucoup plus facile sur des trucs où tu te forces un peu à l'apprendre. Mais avant que t'en parles, j'allais justement venir là parce que moi, c'est pas une technique que j'utilise activement, mais que j'ai découvert un peu par accident, on va dire. J'ai toujours été très mauvais pour écouter des choses et vraiment les intégrer. C'est-à-dire que on dit souvent les gens ils apprennent plutôt visuel, plutôt auditif, des fois plutôt kiné, donc avec les gestes, avec l'écriture. L'écriture, je pense que ça rentre un peu plus dans le visuel, ça dépend peut-être. Mais il y a tous ces modèles-là. En vrai, tout le monde fait tout, mais des fois, t'as une appétence pour l'un d'entre eux, tu vois. Moi, je suis très visuel, genre les tests que tu peux faire vite fait sur Internet, c'est de l'auto. Tu peux te poser toi-même les questions, hein, c'est pas très scientifique, mais en fait, tu te rends vite compte. Genre, moi, je sais que des fois à l'école, je me rappelais pas la réponse, je me rappelais juste qu'elle était en bas de la 4e page, entourée en vert, tu vois. Clair. Et j'étais là, c'est chiant, je me rappelle pas ce qui est dedans, mais je sais où elle était, tu vois. Et ça, parce que je suis très visuel, alors que quelqu'un d'auditif, mais pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et bon, bref, pourquoi je parle de ça? Parce que j'étais très mauvais pour juste écouter une conférence, écouter un livre audio et retenir quelque chose. Soit je pense à autre chose et je me perds et j'oublie d'écouter, soit je me retrouve à m'endormir parce que j'ai fait ça avant d'aller me coucher, je suis déjà dans mon lit, tu vois. Donc ça marchait pas du tout. Et en fait, j'ai un copain qui m'a lancé sur un jeu un peu en mode feel good qui s'appelle Turbo Wash Simulator. Ça vend aucun rêve, c'est un truc où tu passes le Karcher.
c'est pas un jeu d'adresse ou je sais pas quoi, juste t'es là avec ton Karcher, tu nettoies des trucs, genre un parc pour enfants, je sais pas quoi. Alors, d'accord, on va avoir cette discussion. C'est satisfaisant, c'est comme les vidéos des gens qui lessivent des tapis, tu vois. Bon, au début, tu vas pour la détente en disant je vais tester ça 20 minutes et après ça va me saouler. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est très chiant. Il se passe pas grand chose, tu peux changer l'embout de ton Karcher pour avoir un plus petit, un plus gros enfin bref, on s'en fout du détail du jeu, mais il y a 3 mécaniques de gameplay, ça va pas très loin. Mais si tu mets un podcast ou que tu mets un livre audio en même temps, c'est parfait parce qu'en fait, ça t'occupe les mains, ça t'occupe 10% de ton esprit et t'es focalisé, t'es concentré, t'es un peu dans le flow. Parce que tu fais une tâche où tu as décidé que tu allais faire des espèces de petites barres parallèles pour aller avec ton Karcher pour aller nettoyer le mur parce que c'est trop chiant de faire n'importe quoi. Donc tu peux déchaîner toute forme d'autisme là-dessus si tu veux ou pas. Et en fait ça t'occupe et en fait du coup je suis 100% focalisé sur la conversation qui se produit dans mes oreilles avec le podcast, avec le livre audio. Et en fait le plus drôle, c'est pour ça que j'arrive au truc de livre mental, de palais mental et après j'arrête de faire mon monologue. C'est qu'en fait maintenant il y a des idées dont je me souviens qui était donné dans le livre. Je sais que j'étais en train de laver la locomotive dans le jeu, tu vois, parce qu'ils ont fait des niveaux, tu sais, très hauts en couleurs et différents. C'est je sais pas moi, la locomotive, la caravane. En fait, après, tu une mémoire vachement visuelle, alors ça veut dire. Et en fait, comme ma mémoire est très visuelle et je le savais déjà, en fait, ça m'a créé une sorte de palais mental dans des lieux virtuels que j'ai vécu dans le jeu. Ah, mais en fait, j'étais juste en train de me rendre compte que l'école, ils ont rien compris. Le premier truc à faire, c'est détecter si l'enfant quel type de mémoire il a, parce que moi, j'ai pas du tout une mémoire visuelle. Enfin, si un peu, mais je pense que c'est surtout par l'écriture, mais ouais, c'est. L'écriture, j'avoue que je sais pas comment faire. D'ailleurs, une anecdote, j'ai vu un truc, ça m'a fait marrer. Elon Musk, il est 19e sur Diablo 3 ou Diablo 2. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et en fait, du coup, j'ai creusé, en fait, parce c'est dans une interview qu'il a fait avec Joe Rogan, je crois, qu'il en parle. Et, oui. Et en fait, il explique pourquoi. Et il a fait des interviews avec Lex Friedman, tu vois, et il expliquait il disait, en gros, il a une phrase, moi, je ne devrais pas être dans ma place, dans ma tête, parce qu'en fait, dans ma tête, c'est le brouillard, c'est le bordel, tu vois. Et en fait, il expliquait que quand il jouait à Diablo, il était tellement concentré que sa concentration, elle le faisait oublier les choses, en fait, et il arrivait à se concentrer ça le détendait, en fait. Et ça me fait penser que quand tu vas apprendre quelque chose vite aussi, tu vois, il faut être focus. Quand t'es focus sur la tâche et que tu te forces à rentrer dedans une fois que t'es dedans, c'est là où tu peux apprendre vite. Et c'est dur parce que du coup, il faut savoir jongler entre tout un tas de bruits qui peuvent venir enfin pas de bruit, mais de tâches qui viennent se rajouter, tu vois. Et le focus, c'est aussi capacité à se mettre en focus. Bah, tu le fais, toi, avec ton jeu vidéo directement. Ouais, mais j'allais dire, c'est pas un truc que tu peux forcément faire sur commande 8 heures par jour. Tu peux le faire sur commande, mais à petite dose. En fait, c'est comme la créativité. Tu peux te mettre dans un contexte où ce sera plus facile que ça vienne. Mais à un moment, c'est pas sur commande à 100%. Et après, les petits trucs de se détendre, tu vois, je vois FG qui joue là avec sa boîte de AirPods. Moi, je suis en train de jouer avec mes doigts sous la table. Sinon, quand je suis chez moi, j'ai acheté un petit fidget cube. Je sais pas si tu connais. Un petit cube avec des machins qui sont marrants à tripoter. Enfin, globalement, c'est juste ça, juste pour tripoter un truc qui va pas se péter dans tes mains comme un crayon ou je sais pas quoi. En fait, je trouve que ça aide à se focaliser aussi, parce que tu rentres dans une sorte pas d'auto-hypnose, je sais pas, mais en gros d'effet t'es concentré ou pas concentré sur le fait que tu fais un truc avec tes mains, que tu fais un truc avec ton esprit, mais qui te prend 10% de ta bande passante, quoi. Et du coup, pour le reste, c'est beaucoup plus facile de couler à côté, quoi, je trouve. Bon, personnel, mais... Je sais pas si t'as des trucs, toi, tu l'as déjà vécu un peu comme ça, le côté ancrage d'une idée dans un lieu fictif ou réel. Visuel. Mais vraiment, en fait, moi j'attends qu'une seule chose. Merde, c'est enregistré. Mais j'attends qu'une seule chose, c'est d'être capable de transmettre ma représentation visuelle que j'ai d'un sujet à quelqu'un. Donc tu sais les fameux mince, comment ça s'appelle, pas les mind maps, mais après tu sais, au-delà des mind maps, celles qui dessinent où ils font des petites illustrations autour, etc. En fait, quand on va te dire sur du SaaS le framework AR, eh bien tout de suite t'imagines un funnel. Quand le T-shape aussi, tu parlais des skills en fait. Ouais. T'as le T et en fait tu rencontres le shape. Voilà. Exactement, le T-shape. Quand on parle, là tu parlais de théorème. Je suis pas en t'écoutant, je me suis dit le théorème cap. Bah tout de suite, imagine le triangle. Quand tu penses, ouais, c'est des moyens mémotechniques un peu ancrés à la vue, je pense. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que quand tu regardes un peu les textes des anciens, des premiers philosophes du temps avant Platon. En fait, il disait que la manière qu'ils avaient, c'était effectivement de mémoriser, de projeter visuellement dans leur cerveau le sujet. Et donc c'est ce que tu disais aussi. Et moi, je suis vraiment en phase là-dessus, c'est que quand tu vois, je te décrivais
le lead-band, l'out-band dans le marketing, et puis ensuite dans l'inbound le référencement, etc. En fait, ce que je visualise là, c'est pile poil les bullet points que j'ai dans mon brain, dans mon second cerveau, qui est là, pour le coup c'est Robo Research, mais ça pourrait être autre chose. Et je visualise en fait les points et comment c'est dedans. Et cette représentation visuelle, quand on fait, sur du SaaS, on va parler un peu d'architecture informatique. Quand on fait de l'architecture informatique, en fait, on va te parler d'architecture hexagonale, et tout de suite, quand tu parles d'architecture hexagonale, tu vois que tu as les adaptateurs qui sont sur tous les coins, enfin, on va dire les connecteurs qui sont, et puis t'as ton cœur, etc. Et en fait, cette représentation mentale, elle nous permet, nous, en tant qu'êtres humains, de communiquer entre nous de comment les choses doivent être organisées d'un point de vue logique, mais même d'un point de vue physique. Dans ton code, ça va pas vraiment. Ok, il va y avoir deux petits indicateurs parce que ça va être un dossier qui va être nommé de telle manière qu'il dit ça, mais ça transparaît pas le fait que c'est un hexagone. Moi j'aime. Ouais, non, c'est clairement une vue de l'esprit, mais c'est comme ça qu'on a un bon moyen de communiquer entre nous. D'ailleurs, c'est pas pour rien que avant l'écriture, la culture était orale, mais je vous rappelle qu'ils avaient été capables de vous partager des poèmes, des histoires, mais en vers. Et ils te partageaient des trucs de 2000 ou 3000 pages. Les Eurydice, etc. Et en fait, c'était en vers et c'était des histoires. Parce qu'on se fait une représentation visuelle, en fait, dans notre tête, et c'est comme ça qu'on mémorise. Quand tu dis en vers, c'est-à-dire c'était en vers, comme dans les poèmes. En alexandrin, etc., quoi. D'accord. Eurydice, je sais plus, c'est peut-être pas le bon, mais, et ça m'avait marqué, en fait. Ils arrivaient à mémoriser des bouquins de 3000 pages que nous, maintenant, on a en 3000 pages écrits. Mais eux, en fait, quand t'as l'histoire et que en plus t'as une certaine mélodie dans ce que tu dis, c'est plus facile à mémoriser. Ah ouais, mais c'est comme le piano. Hein. Moi, ça me fait toujours marrer les gens enfin, c'est fascinant les gens qui jouent des concerts entiers de piano. Alors certes, ils ont la partition, mais il y en a, ils arrivent vraiment à jouer de tête. Et c'est parce que, alors pourtant, c'est combien de notes qu'il y a de combinaison de notes, c'est énorme. En fait, c'est parce que t'as une sorte de représentation. Ça, c'est drôle parce que je me suis retrouvé Enfin, j'ai un tout petit niveau en piano. J'ai jamais fait beaucoup de musique et on m'a initié vite fait il y a 2 ans et quelques. Je sais jouer un morceau complètement, un peu mal sur la fin, donc je suis pas très bon, tu vois, mais en fait, comme je sais pas lire les notes et que j'avais trop la flemme d'apprendre le solfège, je sais qu'à un moment c'est un plafond de verre si tu veux continuer dans la musique, aller plus loin, etc. Mais en fait, j'avais un peu la flemme. En fait, c'est une musique qui me plaît et du coup, je me rends compte maintenant que j'arrive pas à la conscientiser, mais j'ai une sorte de représentation mentale du truc. Je serais incapable de l'expliquer, mais c'est peut-être un truc un peu synesthésique je vois des choses. Quand je joue, je vois les prochaines notes, mais elles sont pas dessinées comme des notes. C'est pas un truc que tu peux facilement. Justement, c'est là où j'ai du mal à raccrocher sur ce que tu disais. Je pense pas que je pourrais transmettre cette manière de voir les choses à quelqu'un, puisqu'en fait, c'est peut-être un amas de sensations qui n'a pas vraiment qui ne serait jamais perçu comme ça par quelqu'un d'autre, parce qu'il faudrait réussir à le transposer dans une autre orientation de cerveau, ou je sais pas quoi, une autre organisation. Mais c'est une forme de représentation mentale, quoi. Parce que du coup, là, je reprends ma page sur les différents types de mémoire. Et t'as la mémoire, là, on est sur de la mémoire long terme. Et je crois que là, t'étais sur de la mémoire, pas procédurale, d'ailleurs. En fait, t'as une mémoire émotionnelle, les odeurs, par exemple. Et là, toi, c'est peut-être au niveau du son. Tout de suite, tu te dis, c'est bon, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est un peu pour ça que j'ai utilisé le mot synesthésique, peut-être pas très très bien, mais de ce que j'en ai compris, c'est le moment où tu associes un peu des idées, des concepts avec des émotions, et donc ça peut être des odeurs, des sons, des couleurs, de l'espace. Il y a un mec, il y a une vidéo sur YouTube, c'est un architecte qui a perdu sa femme et sa fille, c'est un peu triste, et en fait il a commencé il expliquait il changeait d'appartement en fait tous les 3 mois, toute une maison, etc. Et en changeant l'espace d'environnement, il recrée de la créativité en fait. Et c'était une sorte de hack pour lui de changer de maison et même de lieu en fait, de paysage, etc. Et ça revenir à la créativité. Et ça, j'ai beaucoup déjà entendu sur les digital nomades qui disaient que ils avaient codé. D'ailleurs, Valérian, ça, hein, il y a des features qu'il sait qu'en fait il les a codées. Par exemple, le helpdesk, il sait qu'il l'a codé au Canada, tu vois. Et quand il changeait d'endroit, il regagnait en fait en productivité tout simplement en changeant de tout le contexte, quoi. Ouais, je suis pas surpris, mais il y a aussi un truc aussi de, comment dire, je sais pas si c'est tous les êtres humains comme ça, mais moi je trouve qu'on met facilement des habitudes en place quand on est quelque part, et en fait au bout d'un moment ces habitudes elles sont plus juste sur le physique de, je sais pas, à 8h je vais prendre un café à tel endroit, mais plutôt ça commence à te brider mentalement aussi un moment, quoi. Et t'es plus exposé, en fait
les moments où tu es exposé à, je sais pas, de l'adversité ou des trucs extérieurs que tu ne maîtrises pas, il devient très prévisible ou c'est plus tout le temps. Et donc, en fait, Ouais. tu es dans la même posture mentale et tu répètes le même chemin. Et donc, le chemin commence un peu à s'enfoncer. Je sais pas si c'est la Tu métaphore. vois, j'avais une question parce que je suis pas totalement d'accord avec. Je pense que tu as raison, mais tu disais que les entrepreneurs, pour qu'ils apprennent vite quand même et qu'ils se bougent la queue, il faut qu'ils aient faim, tu vois, et même leur donner 1 500 € pour vivre. En fait, tu le mets pas dans un contexte où il va pouvoir exécuter vite. Pourquoi tu penses ça en fait que Mais parce que les contraintes libèrent, comme ils disent. ouais, ça, je suis d'accord avec cette phrase-là. Tu me l'as appris d'ailleurs. Ouais, les contraintes libèrent, elle est pas de moi, hein, mais oui, effectivement. Et là, du coup, là, on est au SaaS Camp là-dessus. Le SaaS Camp, c'est sur une semaine et on fait des SaaS de 0 à 1, mais sauf qu'on n'est pas bullshit, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, il y a un produit, il y a un sign-up, il y a du billing et on a signé les premiers clients. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce modèle-là, donc pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que on met une contrainte temporelle. On fait du bootstrap parce que c'est trop facile en fait d'avoir de l'argent magique et on dépense de l'argent des autres et en fait on va pas se poser les bonnes questions. Surtout dans un monde avec une situation économique de moins en moins certaine, c'est peut-être quand même pas mal d'avoir des entreprises qui sont les reins solides pour supporter les prochaines crises qui arrivent. Et donc le fait de se dire dès le début dans la culture de j'ai identifié une douleur, mais pour aller jusqu'à la commercialisation au market fit, il va falloir faire tout un ensemble de décisions. Ces décisions, les réduire pour que ça se tienne sur une semaine, fait qu'en fait, et en plus on est dans un lieu assez cool, on a pris des gîtes, voilà. Fait que du coup les gens ils sont dans un autre environnement, ils ont une notion de temporalité extrêmement courte. Et quand on dit Elon Musk dit qu'il pense à la semaine, là ici en fait on réfléchit à l'heure. Et on se dit dans cette heure-là, qu'est-ce que je vais faire cette heure-là? Est-ce que ce qui est le plus important là, c'est de choisir le meilleur framework à la mode, ou est-ce que c'est de me concentrer sur comment je vais structurer mes coûts, enfin quels vont être mes coûts, quelle va être ma marge et comment je vais monétiser mon business et à qui je vais m'adresser et comment je vais les atteindre. Bon, on voit tout de suite que la réponse elle est vite répondue comme dirait l'autre. Et c'est le fait de changer d'environnement, d'avoir ces contraintes fortes de temps. Là, on l'a vu, on a 5 boîtes qui sont créées d'un seul coup avec certains qui ont déjà signé leur premier client, quoi. Moi, je suis convaincu du modèle et ça en rebondit sur la notion d'apprentissage. On arrive avec des gens ici qui sont, pour la majorité, c'est des formations de développeurs. Pour une partie d'entre eux, c'est des développeurs full stack. Mais ça s'arrête là. C'est pas des commerciaux, c'est pas des sales, c'est pas des gens du marketing, c'est pas je sais pas, tout ce qui va nous manquer, des spécialistes du référencement, du copywriting, etc. Et pour autant, ils connaissent pas les principes de art, par exemple, acquisition, activation, etc. Ils connaissent pas les principes de market fit, de time to market, de go to market. Et pourtant, le fait de les mettre dans les contraintes et de leur dire dès le lundi soir là, vous devez avoir réparti le capital et voilà la définition de ce qu'est le capital. Vous devez avoir déjà pris un nom de produit parce qu'on prenait un truc pas trop on s'en fout, à la limite vous changerez plus tard. Votre nom de domaine, vous devez avoir une landing qui écrit la value proposition, comment vous allez vendre la chose, etc. Et que le lundi soir vous devez être là. En fait, il y a plein de choses qu'on pourrait leur inculquer par de la théorie, qu'ils vont naturellement découvrir, pour peu qu'en plus on les mette, et là c'est ce qu'on a fait, on leur fait venir des mentors qui sont des gens qui ont déjà fait plein de SaaS, ou qui sont des capitaines d'industrie, ou des capitaines de grands groupes du coin, qui vont leur poser des questions sur le market, qui vont se positionner comme étant leurs futurs clients, etc. En fait, c'est un apprentissage accéléré, t'apprends par la douleur, et donc tu mémorises mieux. Si je te dis ne fais pas ça, sinon tu vas avoir mal, si tu ne l'as jamais fait, tu vas pas forcément m'écouter en fait. Tu vas me dire ouais, non mais moi je suis différent, t'inquiète, je vais être meilleur. Alors que quand t'as subi la douleur, c'est pour ça que là on parlait d'apprendre en envoyant en production, quand t'as subi la douleur de te réveiller à 2h du mat pour aller débugger un cluster RabbitMQ parce qu'il a fait un split brain au hasard, du coup tu comprends ce que ça veut dire split brain, tu comprends la théorie derrière, tu vois. Et donc c'est comme le disait David, c'est le moyen de partir de la pratique vers la théorie, ce qui n'empêche pas après le soir, mais on fait ça en une semaine, le soir après de revenir sur, en fait, tel truc là, le nom que tu cherches, en fait là ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait l'équivalent on n'a même pas parlé de Canva,
vous avez fait l'équivalent d'un Canva en fait. Vous avez fait un SWOT et puis vous avez identifié, ok, quelles sont nos ressources, quelles sont nos forces, nos faiblesses, etc. Mais en fait, jamais ici, il y en a personne ici a fait de Canva et pourtant ils ont déjà des entreprises qui commencent à chercher une certaine rentabilité. Oui, parce que tu peux l'avoir de la manière inductive. Tu peux partir de je réponds les questions, je résous les problèmes. T'es pas obligé d'avoir pris le truc state of the art pour théoriser ça, qui est peut-être, je sais pas, le business model Canva. Oui, peu importe. Mais ouais. Je peux pas taper sur le business model Canva. Je veux juste dire que. Non, mais c'est le principe. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé de commencer par ça. Des fois, faut se lancer dedans, ouais, effectivement. Moi, il y a une erreur que j'ai fait là ces derniers temps. C'est d'ailleurs, j'en ai parlé avec ma femme parce que c'est en fait, je suis tellement curieux de tout. Genre, je peux même passer des heures à regarder des vidéos de boulangerie, le mec qui fait du pain, enfin n'importe quoi, tu vois, que en fait, la curiosité, ça devient un énorme défaut parce que tu perds en focus. Par exemple, là, j'ai lu un bouquin sur les ossatures bois et les structures en poteau-poutre, etc. Et en fait, c'est cool, mais en fait, il y a un moment, tu ne peux pas tout apprendre, tout faire, en fait. C'est dommage, t'as 24 heures et ta vie, elle se termine à 90 ans au mieux, tu vois. Donc cette notion à savoir dire non et à garder le focus sur juste ce dont on a réellement besoin, elle est extrêmement dure au quotidien. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et d'ailleurs, j'ai vu la femme de Elon Musk, Justin Musk, elle a fait une vidéo, elle explique dans un TED Talk que Musk, en fait, c'est un mec qui est hardcore pour dire non aux choses. Et cette faculté, en fait, à savoir qu'est-ce qu'on veut, bah, en fait, je sais pas comment vous faites, mais moi, c'est probablement un énorme défi, en fait. Parce qu'il faut savoir, en fait, faut savoir ce que tu veux, être focus dessus et savoir juger si ce que tu vas faire en fait va vraiment avoir un impact ou pas. Ouais, et ça demande de l'expérience parce que des fois tu vas faire un truc et en fait, en fait là je vais faire un factoring, je me suis fait plaisir pendant 2 heures mais en fait ça va pas faire le truc quoi. Et en plus, c'est presque impossible parce que être à la fois dans l'exécution et à la fois dans la critique de ton exécution pour savoir si tu vas trop loin, si ça fait 2 heures en fait que tu es en train d'aller dans un cul-de-sac et en fait qu'il y a beaucoup plus simple à faire et qu'il faut être plus malin. Ou que le client a pas besoin parce que c'est pas ce qu'il a demandé, tu vois. Exactement, Ouais, tu vas devenir fou si t'es tout le temps en train de te juger pendant que tu fais, c'est pas possible, je trouve, de garder cette posture. On en parlait juste avant là, mais c'est là où des outils comme Rewind, tu sais, qui traquent en continu ton écran, avec de l'IA Vision, ils extraient ce qui se passe sur ton écran, ils font des résumés en continu. La suite de l'histoire, c'est que t'as une IA qui tourne en continu et qui commence à challenger. Au fait, là, t'es peut-être en train de procrastiner, etc. Là, on était en train de délirer là-dessus tout à l'heure, mais moi, je suis convaincu du modèle. Je me pose la question de, indépendamment du moyen technique, même si c'est pas une IA et puis que c'est quelqu'un d'autre qui débarque et qui a vu que, tu sais, qui te met une claque dans la tête en mode, pourquoi tu fais ce refactoring? En fait, c'est pas la priorité, il y a le feu là-bas, tu vois. Et, je sais pas si c'est pour autant ce qu'il faudrait faire. Moi, je pense que je suis beaucoup plus, autorégulé plus ou moins bien, tu vois. Je dis pas que j'ai trouvé un bon équilibre du tout, mais, en fait, je me rends compte que j'essaie de pas me mettre cette pression-là en plus, tu vois. Genre, en plus je viens de passer 3 heures à lutter dans la boue pour faire un refacto pas simple qui était peut-être pas nécessaire. Généralement, ça me suffit, tu vois. Genre, si j'ai réussi à le passer, je suis content. Si je l'ai passé vite, c'est cool, tu vois. On passe ça dans le lore, tu vois, c'est la légende maintenant. Mais si j'ai pas réussi à le passer, ou que ça a été pénible, ou que ça m'a mis 6 heures, et que je me réveille, bon, maintenant je peux prendre mon rendez-vous de 15 heures, ah bah non, il est 20 heures, tu vois, c'est mort, bah, en fait, je m'en veux, tu vois, et du coup, je refais pas la même erreur, ou j'essaie de me poser la question. Mais la vérité, c'est que j'aime bien faire ça des fois. Et je peux pas moi, je suis très mauvais pour être en mode discipline tout le temps, autodiscipline, à me flageller, à me dire, t'as rien foutu aujourd'hui. Le problème des gens qui sont disciplinés, c'est qu'ils se flagellent énormément. Tu peux pas être discipliné si t'es pas fatigué, tu te flagelles pas. Mais ouais, mais en fait, j'ai besoin pour certains trucs de m'auto-discipliner, mais comme tout le monde, sinon ça part un peu n'importe où, ça ne converge pas beaucoup, quoi. Et puis bah pour d'autres trucs, je pense qu'il faut pas trop le faire. C'est facile de trouver des gens, je trouve, quand tu regardes des discours un peu inspirants, des conférences, des machins, des gens qui te disent moi j'ai mon morning miracle, je sais pas quoi, ma routine. Morning, ouais. En fait, chacun doit trouver la sienne parce qu'on est tous différents sur nos besoins et tout. Moi, si tu me demandes de me lever à 5 heures du matin tous les matins, ça va très mal se mettre. Je serai odieux toute la journée, tu vois, je sers à rien, je serai acerbe et acide, tu vois. Et c'est pas mon truc. Bon, ça c'est un autre point, mais en fait ce que je veux dire c'est que si je m'impose tout plein de pratiques comme ça qui en fait me coûtent de l'énergie, bah à la fin je perds ma créativité parce que je suis toujours un petit peu sous pression. Et en fait je pense qu'on a chacun une dose d'énergie qu'on est capable de donner un peu sous pression à la demande de manière disciplinée. Tu vois, si je te dis travaille sur ça, tu dois faire ça, machin. Un peu comme à l'école, on peut te dire, tu sais pas trop à quoi ça sert au début, et puis on te dit, fais ce devoir de maths et tout, donc tu vas. Et puis chacun a son niveau de patience. T'as aussi des trucs sur lesquels t'as de l'énergie pour faire un peu ce que tu veux sur tes sujets qui t'amusent. Mais en fait, je pense que les deux sont très nécessaires. Il faut pas se dire, j'ai réussi à bosser 23 heures cette journée, c'est trop bien, parce qu'en fait, non, tu vas juste être éclaté, t'auras plus de créativité. Après, ouais, il y a du long terme aussi, tu peux pas faire ça pendant indéfiniment, tu vois.
C'est ça, mais Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que t'as besoin des fois de t'autoriser un petit peu, lâcher la bride un peu, tu vois, et Mm. puis faire des moi, j'ai trucs. une révélation la semaine dernière d'ailleurs, c'est parce que ça fait longtemps que je sais que c'est aussi un truc que j'apprends à ma fille, c'est l'importance de la correction en fait. Moi, j'ai toujours vu la correction comme quelque chose de plutôt négatif, etc. Et en fait, c'est le meilleur moyen d'avancer vite, d'être corrigé. Et je trouve que les cofondateurs, leur rôle, c'est aussi associé de lui dire quand il va dans un rabbit hole, tu vois. Un truc qui est sans fin. C'est aussi c'est les garde-fous en fait. Mm. Et ça demande d'être très honnête, d'avoir une relation très honnête avec son fondateur, parce que quand il est excité par un truc et qu'il veut aller dedans, et que toi en fait t'as juste envie de dire ouais mais en fait là mec tu vas te faire plaisir mais ça c'est pas ce qu'il faut faire, tu vois. Et je trouve que c'est c'est le rôle des cofondateurs aussi beaucoup Je pense même de s'en guider en fait dans le chemin, tu vois, dans le bateau. c'est vrai, et puis c'est probablement même élargissable à autre chose que les cofondateurs. C'est-à-dire que pour moi, même tous les groupes sociaux dans lesquels t'es, Ouais, que ce soit ta famille, ton couple, tes amis, tes salariés, si t'es toi-même salarié, tes collègues, je sais pas, ton manager. En fait, c'est toujours un jeu de savoir donner le bon niveau de feedback au bon moment. Et puis si je vois que là, t'es en train de faire n'importe quoi, bah peut-être je vais te le dire, même si je suis pas ton associé ou. Et en fait, bah, si je suis ton associé, peut-être que il y aura plus d'importance à ce que je le dise vite, ou je pourrais prendre moins des gants. Enfin, je sais pas. En fait, tout est dans, je trouve, le dosage de ce feedback honnête et bienveillant, que des fois, tu vas choisir de ne pas distribuer au mec dans la rue qui a juste crié un truc en te regardant. Tu vas pas lui dire, je trouve que tu es, enfin, tu vois. Non, d'abord, fait, tu dis, je peux donner un feedback. Et Oui, là, faut attendre qu'il dise peut-être. oui, sinon ça marche pas. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est une problématique qu'on trouve à tous les niveaux dans nos relations humaines, en fait, et les gens, je trouve, qui sont intéressants dans le sens où ils te font grandir, c'est parce qu'ils sont capables de te donner ce feedback, qu'il soit bon, mauvais ou neutre, un peu de manière transparente, en mode, ça, comme tu dis, genre, ça n'engage que moi, mais voilà, je pense que ça et ça, tu peux le changer, qui lance les questions, et en fait, qui se mêle un peu de ce qui les regarde pas, mais pas à un niveau où tu dis, bon, et c'est bon, est-ce que je peux quand même faire mon truc tout seul sans que tu foutes ton nez dedans? Ouais, c'est la diplomatie. Je sais pas comment on fait d'ailleurs, mais ouais. Non, mais là, il y a deux éléments que tu me remontes qui me font retiquer. C'est ce que j'ai vu. Il y a donner du feedback aux gens, et puis il y a aussi se mettre dans une posture où on dit aux autres, j'ai besoin de ton feedback. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, on ne le fait pas, ouais. oui. Et moi, là, par exemple, cette semaine, je vois avec ce qu'on vient de vivre, c'était quand même une semaine assez forte. Et en fait, le fait de faire venir autant de mentors, donc en fait des gens que je considère comme étant brillants, etc., leur soumettre les problèmes sans dire moi ce que j'en pense, eh ben, ça m'a fait changer beaucoup de choses cette semaine, en fait, sur plein de choses, sur plein de ça. Alors, il y a plein de choses qui vont apparaître prochain mois, mais en fait, tu te dis, mais non, en fait, j'avais pas du tout vu ça sous cet angle-là, et c'est l'altérité, en fait, qui t'apporte sur d'autres choses, et puis après, toi, tu construis dessus. À la limite, tu dis, ah oui, mais moi, j'ai pensé à autre chose vis-à-vis de ce que tu es en train de me dire. Et en fait, là aussi, en fait, c'est une forme d'apprentissage. Tu es en train d'apprendre de la sagesse des autres. Moi, quand j'écoute David, je suis toujours impressionné par le côté chill, tu sais, le côté voilà. Alors que je sais qu'on est beaucoup plus semblable sur le côté on s'auto-flagelle. Si on lit des trucs, moi le pire c'est le livre des proverbes ou les philosophes anciens, mais où tu lis les mémoires de Marc Aurèle. Bah tu pètes un câble parce qu'en fait j'ai lu mais c'est dur à lire. Mais le mec est parfait. En fait, tu lis mais c'est pas possible. Il n'a aucun défaut. Et d'ailleurs, ça, c'est le genre de livre où tu le lis et t'as intérêt en ayant lu d'avoir pris des notes sur 4 ou 5 choses que tu veux vraiment retenir parce qu'il y a tellement de trucs que t'es inondé. Ah, mais c'est constamment ça. Et c'est de la sagesse à chaque ligne. Mais c'est insupportable. Ça se répète beaucoup aussi entre les chapitres. Oui, il y a ça aussi. Mais parce que bon, le gars est stoïcien, bon bref. Et du coup, les mémoires de Marc Aurèle, le livre des proverbes ou les philosophes anciens, t'as de la sagesse à chaque ligne. Nous, on est comme ça en train de lever les yeux en disant, bah oui, nous, on veut grandir, on veut devenir meilleur, etc. Sauf qu'en fait, on s'auto-flagelle constamment. Bon, après, du coup, on revient à notre petit programme. Non, mais là-dessus, je pense qu'il y a un vrai dosage. C'est que je suis d'accord avec ce que tu disais de Mimo, c'est qu'à mon avis, l'être humain ne peut s'accomplir que dans l'altérité. Ça veut dire qu'en gros, si tu ne t'exposes pas au monde extérieur, aux gens extérieurs, et que t'es tout seul dans ton coin, tu ne peux pas grandir, en fait. T'as besoin d'avoir un mélange de frustration, de défis qui se présentent à toi, de challenge, et à mon avis, c'est hyper important et nécessaire, on peut pas faire sans, mais après, c'est toujours une question de dosage. Si t'en as pas assez, bah, tu ne grandis pas, et si t'en as trop, potentiellement, bah, tu ne grandis pas non plus parce que tu es allé trop loin et que tu n'as plus de sous, tu es à la rue, et il se passe des trucs pas cool qui sont de l'altérité, mais peut-être pas celles que tu voulais. Il y a un petit bouquin là-dessus, c'est Foutez-vous la paix. Ah ouais? Tu l'as lu? Non. Ah ben, faut que je te le passe alors.
D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a une question que j'adore poser en dîner, c'est quoi le truc que tu sais que la plupart des gens ignorent, tu vois? Et moi, en fait, la réponse à cette question, c'est toujours la même, tu peux toujours apprendre quelque chose de quelqu'un. Même un mendiant qui est en train ou n'importe qui, tu peux toujours apprendre un truc. Faut juste trouver la bonne question, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un point, c'est que l'ego dans l'entrepreneuriat, il te drive et il te fait gagner beaucoup. Il y a des gens enfin, et en fait, mais en même temps, l'ego, c'est compliqué parce que c'est un concept où il te fait aller vers l'avant, mais en même temps, des fois, si t'as pas l'humilité de corriger, tu peux avancer, droit dans le mur, en fait, et alors que tu t'as eu qu'un succès avant, en fait. Et du coup, c'est souvent ce juste milieu, comment je remets en question, en fait, toujours tout ce que je sais, tu vois. Et des fois, ça peut faire mal parce que, par exemple, moi, l'AI, tu vois, j'y connais pas énormément de choses, mais c'est vraiment, d'un coup, en fait, le paradigme a changé, tu vois. C'est comme si tu avais créé une nouvelle branche en dehors de l'informatique, tu vois, une nouvelle branche de science qui est sortie. Et c'est comment est-ce que tu fais pour toujours, en fait, te remettre en question par exemple, un truc où j'ai changé, c'est sur mon éditeur, tu vois, mon éditeur, je suis sur VS Code depuis des années. Voilà, je suis passé sur Cursor et tu changes d'outil en fait, mais il m'a fallu des semaines avant de donner sa chance à ce truc-là, alors que j'aurais dû le faire avant. Et ça, La résistance au changement, ouais. ouais, c'est humain. Hein. C'est totalement bien. Et puis le réel change constamment. Et notre image du réel, c'est à nous de forcer notre représentation mentale du monde pour l'adapter au réel. Et donc, quand l'IA arrive, y en a beaucoup qui disent ouais, non, mais voilà, c'est pas grand chose. Sauf qu'en fait, on est en train de vivre un changement aussi impactant que le changement d'Internet. Alors, Pas une révolution industrielle. Hein. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que bon, on est d'accord, on parle pas d'IA générale, d'AGI, mais on parle quand même de tout ce qu'on voit qu'on est en train de mettre en place sur des PME, ETI, etc. C'est un impact fondamental à en tout cas sur au moins la partie pro, mais on voit que sur la partie perso, c'est aussi énorme. Et le fait de digérer les changements du monde et de se dire, ok, mais en fait, ça a quel impact sur ma vie, ça a quel impact, comment je dois me mettre à jour là-dessus. Cet effort-là, qui est encore lié à l'apprentissage, de se dire, en fait, ce que j'ai appris à l'école est déjà totalement en grande partie désuet. Alors, il y a les sciences dures, donc ça bouge pas. L'anglais, par exemple, toujours bon. Mais il y a d'autres choses qui sont fondamentalement le fait que le temps est non linéaire, enfin, je sais pas, la synchronicité et ce genre de choses, c'est. Partir sur ta question d'avant, j'ai l'impression que, en fait, je sais pas comment le prendre. J'ai plus les mots qui viennent, désolé. J'en profite pour caler le Ouragaton Effect que je voulais caler depuis tout à l'heure, qui était dans mes notes, en fait, c'est le fait d'apprendre aux autres, t'apprends toi-même. Ouragaton Effect. Ouragaton Effect. Si Ouragaton Effect. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est totalement vrai. Et t'apprends encore. Et puis en plus, tu parlais d'ego, le fait tu vois, je prends du temps pour que tu puisses retrouver ton truc. Le fait de parler d'ego, quand tu es dans cette phase de transmission de connaissances, t'as pas envie d'être pris à défaut, c'est un truc humain, quoi. Ouais. Et donc, tu veux vraiment contrôler maximum de ton sujet. Et en fait, t'apprends encore plus parce que tu veux juste pas être pris à défaut. En tout cas, moi, tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, je sais que je suis comme ça. Et ben, du coup, tu deviens encore meilleur dans ton domaine, mais c'est gratuit, c'est un cercle vertueux, quoi. Exactement. Et t'as aussi 2 effets secondaires. C'est que, quand tu rajoutes une caméra, ta voix, elle est portée. Mais par contre, faut encore avoir moins d'écho parce que des conneries, tu vas en dire et tu sais qu'il y a des gens qui peuvent se moquer de toi ou te tracher en commentaire, tu vois. Mais d'ailleurs, ce qui arrive très rarement, hein, la plupart des gens sont bienveillants en fait. Mais en plus de ça, tu crées des opportunités. Parce qu'il y a des gens, toi par exemple, je t'aurais pas rencontré en fait si j'avais pas des vidéos parce que avec Valorant, ils connaissaient, vas-y, on va interviewer. Et en fait, moi je pense que cette notion de se forcer à expliquer des gens, et un autre point aussi, ça en France on fait pas beaucoup, ça me gêne, c'est quand il y a des gens qui lisent des putains d'articles, ils partagent pas aux autres. Pourtant, dès que tu lis un article, je le partage direct dans tous les groupes WhatsApp où je suis, tu vois. Ce que je me dis, et cette notion je sais pas si peut-être pas culturel, peut-être chez nous, de partager. Il faut garder la connaissance parce que sinon les autres après. Je pense pas que ça va si loin que ça. Je pense juste que les gens, ils ont pas le réflexe, tu vois. Bon, on en parlait avec un chef d'entreprise là. Lui, il a 100 et c'est ça le problème en fait. Il a des gens qui sont prêts à partir à la retraite. Je pars dans l'industrie là. Des gens qui sont prêts à partir à la retraite. Ils disent, oui, mais si je donne l'information de comment ça marche aux jeunes qui viennent d'arriver, ils vont me prendre mon boulot. Les mecs, t'es à 2 doigts de partir à la retraite. Mais ils vont garder ça jusqu'à leur tombe. Non, mais ça, c'est un mauvais, en fait, c'est eux les victimes de ça. Et en même temps, la collectivité avec. Exactement. Et, je sais pas, je trouve je sais pas comment quand tu vas apprendre, même se forcer à apprendre des concepts simples aux gens, tu parles de philosophie, tu vois. Mais, en fait, pour moi, la philosophie, ça devrait être, enseigné bien plus jeune. Genre, et peut-être même mieux caractérisé, parce qu'en fait, la philosophie, c'est juste les sciences de la vie, tu vois.
c'est genre, bah, je sais pas, se connaître soi-même, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu vas aller loin là-dessus, tu vois, genre, se connaître soi-même, c'est savoir ce qu'on veut et donc mettre des directions dans sa vie. D'où ton livre que tu m'as cité tout à l'heure, tu vois, Life Design, tu design, vois. ouais. Et ça, c'est clé parce que ça, c'est du coup, tu peux aller plus loin, savoir dire non. Enfin, il y a plein de notions comme ça où je trouve qu'il y a, on peut aller beaucoup. Les enfants, en fait, mine de rien, quand tu prends la bonne direction, tu gagnes tellement de temps Mais et bien ça sûr. change une vie en fait. Mais oui. Et je peux rebondir là-dessus en retombant sur l'idée que j'avais oubliée tout à l'heure, Parfait. qui était que je pense que tu posais un peu la question de comment est-ce qu'on peut un peu s'améliorer ou aller chercher des choses qu'on n'a pas forcément. Je pense que c'est important d'aller trouver des moyens. Ça va chacun être différent, mais des moyens de se mettre un peu entre guillemets en danger ou en tout cas d'aller dans une forme d'altérité volontaire, de prendre un risque. Et moi, j'ai l'impression que ma vie passée est jonchée de moments comme ça où, pour la plupart, j'ai réussi à me dire, je peux pas être en paix avec moi-même si je le fais pas uniquement parce que j'ai peur. Et en fait, c'est des trucs super débiles que d'autres gens ont vécu sans problème. Je sais pas, par exemple, je me suis retrouvé à donner des conférences, j'étais pas à l'aise de parler en public. Alors c'est un truc assez courant, donc je prends un exemple où je me mets pas trop en péril, tu vois, mais j'ai des trucs bien plus débiles comme j'aime pas les insectes et le camping, tu vois. J'en ai jamais fait dans ma vie. La première fois que je l'ai fait, je l'ai pas, c'était pas rien pour moi, tu vois. Et alors que bon, pour des gens qui ont été élevés avec, c'est ok. Ce que je veux dire, c'est trouver un truc qui, pour vous, est compliqué. Et en fait, si tu réussis à passer ce truc-là, parce que tu as décorrélé la peur que t'en as du vrai risque, pas avec un ours ou un truc comme ça, normalement ça se passe bien. Mais en fait, ce genre de choses m'a vraiment fait grandir parce que tantôt ça m'a poussé dans des directions où je serais jamais allé, et tantôt ça m'a en fait directement appris des choses, ou fait voir créer une confiance, fait voir la vie autrement. Et en fait, ça m'amuse parce que là, tu vois, tout à l'heure, j'ai vu que Valérian et toi, vous m'aviez un peu, j'ai lâché une vanne en public devant les 20 personnes du SASCamp, et puis vous m'avez dit, c'est le mec qui est rigolo ici. En vrai, il y a 10 ans, c'était pas ça, tu vois. Oh oui. Il y a 10 ans, c'était, j'étais pas très ouvert sur le monde, et en fait, justement, socialement, j'arrivais pas à faire ça, quoi, en fait. Et c'est pas que c'est un truc que je suis fier d'avoir accompli ça, même si en vrai, c'est pas très intéressant, c'est pas très important, mais c'est, moi, je le vois personnellement avec moi-même comme un truc où je me suis amélioré. Et en fait, si quelqu'un savait faire ça à 6 ans, tant mieux, je vais pas me comparer, tu vois, on est tous différents. On a tous des difficultés, des facilités et tout. Mais en fait, je trouve que c'est important, c'est que quelles que soient tes facilités ou tes difficultés, c'est que tu te réveilles pas à un moment où tu dis, tiens, ça fait 1 an que, en vrai, je suis dans ma petite zone de confort, tu vois. Ouais, parce que j'ai mon MRR qui tourne, j'ai pas trop le souci de l'argent, enfin. Faut être acteur de sa vie. Ouais. Ouais, mais tu sais, des fois, ça peut être tu peux te rentrer dans, peut-être pas le même, j'allais dire l'illusion, mais c'est peut-être un peu méchant, mais en gros, tu peux te dire, moi, ce que je veux, c'est ça, 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 ça. Mais le moment où tu les as, tu vois, bah, en fait, il faut... Tu dis, maintenant, je veux ça, comme ça. Oui, voilà, il faut réussir à enchaîner, il faut réussir à se mettre des challenges, parce que, encore une fois, je pense qu'on ne se développe que dans l'altérité. Ça m'a fait une bonne transition, parce que on m'a posé une question là à Barcelone, j'ai kiffé. Il m'a dit, en gros, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un enfant? Tu sais qu'il va le comprendre plus tard, il va pas le comprendre tout de suite, mais il va le comprendre plus tard, et le plus tôt il l'aura compris, le mieux ce serait. Et cette question, elle me suis dit, putain, qu'est-ce que je pourrais bien répondre? Alors, il y a plein de gens qui posent ces trucs, et en fait, j'ai fini par trouver c'est quoi. Et ce que je lui dirais, c'est comme ça me fait penser à ce que tu apprends à ne pas te comparer. Et alors, ça veut dire en fait que je pense qu'il faut savoir se comparer quand même, mais pas quand je veux dire comparer, c'est, vous avez compris, c'est genre être sûr que t'es vraiment acteur de ta vie quand tu te compares. C'est tellement une décision profonde que t'as avec toi-même sur qu'est-ce que tu veux, que en fait Moi, je trouve que l'illustration de ce truc-là qui est très très vrai, c'est Monsieur François Guillaume, parce qu'en fait, j'ai déjà rencontré pas mal de gens dans différents événements ces précédentes années où, pour eux, ils connaissent François Guillaume version publique. Tu vois, le gars qui a monté plein de boîtes, qui a plein de succès, qui a fait des gens qui... Non, t'inquiète, c'est ok. Et en fait, tu te dis, ce gars est brillant. En fait... et François Guillaume est brillant, tu vois, c'est pas ce que mais en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est une image publique. Et quelle qu'elle soit, ça n'enlève pas que c'est vrai ou que c'est faux. Je suis pas en train de dire que c'est faux. Je suis juste en train de dire qu'il y a un équilibre de vie. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce que FG a fait pour en arriver là. Tout le monde n'aura peut-être pas les mêmes réactions aux stimuli qu'il a pu recevoir pour en arriver là. Mais en fait, il y a plein de gens, tout simplement, ils ont pas envie de mettre les heures qu'il a mis, ou, oui, c'est ça. Et en fait, c'est ok. C'est clair. Ça dépend ce que tu, live design, en fait, c'est quoi ce que tu veux dans la vie. Je suis pas ok pour mettre les heures qu'il a mis quand il y a 10 ans, par exemple, je compare de notre version, nous deux, il y a 10 ans. Et en fait, le fait qu'on a passé un peu de temps ensemble parce qu'on était dans les mêmes bureaux, fut un temps, et qu'on s'est pas mal parlé, bah, ça me faisait rire parce que
lui, il a cultivé son image publique, moi pas du tout. Et du coup, t'as des gens qui le connaissent comme ça et qui l'admirent de loin, ou genre, ah, j'ai vu une conf de lui, genre machin. C'est une légende, tu vois. T'es une légende en quelque sorte. Mais en fait, du coup, ta légende est décorrélée de qui tu es vraiment, en tout cas en partie. Oui, toujours. Forcément. Ouais. Et je trouve que le fait de se dire, rappelez-vous de ça, ne pas tout le temps admirer, tu vois, tu peux dire Elon Musk est trop bien, je sais pas quoi. Ouais. Bah, en fait, le gars est réel aussi, tu vois. Donc en fait, à un moment, sa légende, c'est quelque chose. On peut y trouver des bons enseignements, voilà. Mais des fois, tu tombes aussi, c'est encore un autre point, des fois, tu tombes aussi sur des gens qui font paraître à l'extérieur ce qu'ils voudraient être et qui ne sont pas encore, tu vois. Ouais. Tu Et dis donc, pas ça veut dire que c'est très fréquent. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je te dis. Ça dépend, toi, des fois oui, des fois C'est non, clair. mais Mais en fait, parce que c'est des prophéties autoréalisatrices, je trouve. bah, des fois oui. Et Ça peut arriver. Le fait de dire c'est ce qu'on appelle comment ça, le visionnisme. la projection, La ouais. projection. Enfin, c'est pas la projection, mais oui, Et- on voit la même chose. Le fait de projeter, c'est de projeter quelque chose, mais quand tu écoutes les histoires de Jeff Bezos ou autres, c'était ça en fait. Il projetait, il se disait, moi un jour, je suis là. Non, c'était le patron d'Alibaba. Le patron d'Alibaba, il dit non mais moi un jour, tu sais quand il avait même été rejeté de McDo, il avait pas pu rentrer chez McDo, etc. Mais il s'est dit non mais moi un jour, je me souviens plus la phrase exacte, mais en gros il savait qu'un jour il serait là. Bah il l'a fait. Une forme de chance. Il y a une forte proportion de chance, on va pas se mentir, mais rien n'empêche de tenter plein de fois sa chance pour à un moment donné avoir deux, Ouais. trois succès, et c'est trois succès qui sont suffisants. il y a toujours le truc de si tu cherches le succès, c'est quand même plus dur de pas être frustré, alors qu'à la limite, si tu cherches l'aventure, t'es toujours servi, en fait. Je voulais je vais en fait je lis mes notes au fur et à mesure, et il y avait une note là que j'avais notée, donc c'est double répétition, sur l'apprentissage, et qui est de Confucius et qui est super cool. C'est ce que j'entends je l'oublie, ce que je vois je le retiens, et ce que je fais je le comprends. Et en fait c'est un peu le résumé de ce qu'on s'était dit tout à l'heure, sauf que les citations je les sors pas au bon moment, tu vois, je les sors avec Ouais, j'allais dire, le podcast va être tellement chaotique à Ouais. écouter. mais en fait si tu fais le montage et que tu mets ça ça au bon moment, on est bon. Et d'ailleurs, tu sais, mec, tu dis ça, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Et ça, je l'ai compris il y a pas très longtemps. En fait, je pense que dans la vie, il faut cultiver le hasard. Parce que il y a des trucs, quand tu es tout le temps dans l'anticipation, etc., tu essaies de toujours planifier, etc., t'as des trucs qui arrivent par hasard. Ouais, c'est un Et petit que peu tu ce as- qu'on se dit depuis tout à l'heure, finalement, ouais, c'est que je suis d'accord. Ouais. Et donc, il faut pas hésiter à... Mais ça veut pas dire que tes 6 heures de hasard seront digestes pour quelqu'un qui a une Non, mais demi-attention à donner à ton podcast, tu vois, c'est ça que je veux dire en rigolant. tu prends Seul le vainqueur ne croit pas au hasard. Partition, tu vois, il avait Autre chose encore avant. Mais je pense que c'est pas vraiment, tu choisis pas vraiment de construire une légende, mais en tout cas tu lèves les yeux et tu te dis, je reprends ce que tu disais, parfois il y en a qui vont idolâtrer Elon Musk, qui vont idolâtrer Steve Jobs ou Wozniak, enfin ils devraient idolâtrer Wozniak, mais c'est un autre sujet. Et en fait, peut-être qu'il faut, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a cette, par défaut, on va se dire, oh cette personne-là est parfaite. Il y avait une phrase que j'aimais beaucoup qui disait, oui mais elle va aussi aux toilettes comme toi. Ça marche bien. Ça Ça marche. red flag, Ça marche bien, ça marche bien. aussi. Pas de red flag, c'est red flag. Ah bah oui. Elle est pas mal C'est aussi. peut-être un biais d'ingénieur, ça, mais moi, quand je parle avec d'autres ingénieurs et que personne ne mentionne de problème comme si c'était un peu, non, ça n'existe Tout va pas, bien. tu vois. Il y a des problèmes, forcément. Sinon, personne n'est là. Sinon, ça n'existe pas, c'est pas réel. S'il choisit de pas en parler, c'est red flag, tu vois. C'est vrai. C'est trop marketing et pas assez, ouais. T'as raison. Non, mais bref, ouais, sur les, en fait, là, tu disais, effectivement, tu me connais, mais mettre les curseurs un peu plus à l'extrême, genre en exigence vis-à-vis de soi-même. Effectivement, tu mets les curseurs loin et t'y es pas toujours. Je donne un exemple. On a fait un podcast, on parlait de l'équilibre pro-perso et de la famille. Là-dedans, je te dis, bah ouais, ça faisait déjà plusieurs mois qu'avec Audrey, on avait bloqué nos jeudis et les jeudis, on les passait ensemble. Audrey, elle écoute le podcast et elle me dit, ouais, t'abuses quand même parce que c'est pas tous les jeudis. Et je lui dis, ouais, effectivement, c'est pas tous les jeudis. Et en fait, mais moi, ce qui m'importe et ce qui m'importe encore, tu vois, ce jeudi-là, on faisait le SASCamp, c'était pas, voilà. C'est que c'est pas tous les jeudis, mais dans mon calendrier, par défaut, tous les jeudis sont bloqués. C'est uniquement pour nous deux parce que tu es quelqu'un d'important dans ma vie et que si j'ai à choisir entre le boulot et nanan, il faut quand même que tu fais partie du socle de la pyramide, quoi. Et donc, même si c'est pas tous les jeudis, on a quand même peut-être 1 ou 2 jeudis par mois, et c'est déjà incroyable. C'est hors du commun par rapport. Tu te passes un ou 2 jeudis par mois avec la personne parce que tu la mets, pour moi, au bon niveau dans le contexte de société dans lequel on est, il faut bosser à 5 jours semaine.
ou 7 ou 8. Mais tu la mets au bon niveau. Donc je reviens sur le truc de légende. Effectivement, si les gens prennent au pied de la lettre, tous les jeudis, il a bloqué du temps parce qu'il veut faire son équipe pro perso. Bah ouais, effectivement, ça c'est ton monde idéal. Mais au moins, tu t'es mis le curseur à fond, puis on est des êtres humains, donc t'es pas à 100%, quoi. Je suis d'accord. Faut se laisser respirer un peu aussi. Faut se laisser respirer. Ouais. Ouais, il faut avoir des rituels, ça c'est un truc puissant pour l'entrepreneur. J'en mets de plus en plus, tu vois. Faut pas trop en avoir par contre, après sinon ça Ouais, j'allais dire, chacun trouve son dosage. Moi, Ouais. je sais que personnellement, je suis assez chaotique là-dessus. J'aime pas trop avoir, tu vois, j'aime pas savoir ce que je fais mardi prochain. Enfin, évidemment, mardi prochain, oui. Mais si c'est la même chose tous les mardis ou quoi, j'aime bien mélanger un peu plus. Alors, des fois, j'ai quand même des trucs fixes et je suis complètement d'accord qu'il faut des rituels parce que c'est des trucs que tu peux exécuter en mode auto et du coup, garder ton énergie pour des trucs que tu fais en même temps ou après ou, il y a besoin, quoi. Mais, Ouais. Mais ça me fascine d'ailleurs parce que quand le focus, toi, c'est vrai que t'as plein d'idées aussi, tu fais plein de trucs, etc. T'es tout le temps dans l'action d'ailleurs, mais tu te dis pas à un moment genre, ok, bah en fait peut-être que je devrais juste faire ça, tu vois. Et je vais juste me concentrer sur un mini truc. Comment tu fais en fait moi je suis incapable de faire. Comment tu fais pour avoir autant d'idées et les arriver au bout, tu vois. Bah, il y a un process. Plein d'idées comme tout le monde. Bah, je les note. Et donc après là, j'ai une page qui s'appelle idées d'entreprise un jour peut-être, je crois. Donc je les note. Et puis au bout d'un moment, quand il y a un trou d'air, et ça arrive en fait, bah tu te dis tiens, je vais regarder au hasard, jour férié, on va dans la belle famille. Et ma femme me dit, et je lui dis j'aurais bien envie de faire un sas là, un nouveau sas. Et elle me dit ok. Oui, parce que forcément je lui ai vendu. Ah oui, c'est que je lui ai vendu préalablement, donc c'est là où tu as la construction de la légende avec ta femme. Je lui ai dit non mais t'inquiète pas, là avec ça on va être, on va pouvoir faire plein de trucs, on va être super riche et tout. Bon. Et donc je l'ai vendu, donc elle me dit ok. Et donc pendant 4 jours en fait je code un SaaS qui est Rombot. Et comment je fais Rombot à ce moment-là, c'est qu'en fait j'avais dans mon brain, dans mon second cerveau, l'idée j'avais ce truc-là, c'est une douleur qui était persistante, j'avais besoin de connecter mon Rome Research avec d'autres outils via Zapier Make, voilà. Et donc je fais ce truc-là. Mais en fait, tu vois, il avait été déjà prédéfini avant. Et t'avais que 4 jours pour le faire, donc fallait tracer, quoi. Et voilà. Il y avait pas auquel je mets en rouge ou en bleu le bouton, quoi. Ah ouais, non, là c'était, non, c'est une landing page. Maintenant, en plus. Si c'était pas en prod, sa femme l'accusait d'avoir fait ça pour pas parler à la belle famille. Là, c'est ça. Donc il y avait une épée de Damoclès et un délai. Posé problème. Non mais ouais, donc et là tu vois, là on n'est pas dans une phase d'apprentissage du coup. Quand on fait un SaaS, du coup on est plutôt dans une phase d'exécution et on va pas essayer de chercher quelque chose de nouveau parce qu'on va justement essayer de limiter au maximum toutes les inconnues parce que c'est de la prise de risque du coup. Et vraiment on va essayer de réutiliser tout ce qu'on sait faire. HTML, CSS, j'étais plus rapide là-dedans qu'aller faire du Rust, même si de manière absolue j'aurais voulu faire du Rust, mais je te dis non, c'est pas le moment. Ouais. Donc il y a des choix qui doivent être, il faut être strict avec ses choix pour pas partir dans. Ouais. Et après sur le focus, je fonctionne pour moi il y a un truc important, fondamental, c'est l'agenda, le planning. Alors c'est l'opposé de David, c'est ça qui est. Non, moi je suis très très à cheval sur mon agenda en vrai. Explique. Mais vas-y, explique. Oui, parce que c'est pas. Et d'ailleurs, oui, peut-être que tu vas m'emmener sur l'autre sujet, mais. C'est pas grave, tu m'as juste inscrit en réaction. Maintenant, c'est ça, tout à fait. Non, mais en gros, c'est-à-dire par exemple avec David, on a Hook0 sur lequel on travaille par petits points, et lui, Hook0, on se bloque tous les vendredis matins là-dessus depuis peut-être des années maintenant. Le vendredi, mais oui, c'est ça. Bon, donc il est bloqué, donc ça c'est le rythme. Bah après, parfois il nous arrive de l'annuler, il m'arrive d'être en retard. Quand est-ce qu'on en a fait 3 d'affilée Voilà, c'est ça. Mais tu parlais d'être focus et d'avoir plein de sujets. Et en fait, tu vois, le vendredi matin, c'est ça. Le mardi soir, j'ai avancé le bouquin No Bullshit Tech Engineers. Alors tu vas me dire, oui, ce bouquin, ça fait 6 ans que je l'écris. Il me reste que 4 chapitres qui sont déjà écrits en relecture. Mais on n'a jamais été aussi près. Oh, ça fait 52 heures par an, si tu les tiens tous. Au bout des choses. En fait, ouais, moi, ce qui m'importe, c'est pas vraiment. Me suis un peu mis en contre. Oui, un entrepreneur, ça doit être focus, etc. En fait, ils te disent ça parce que c'est toujours des investisseurs qui disent ça, parce que les investisseurs, ils ont mis de l'argent dans la boîte et ils veulent que le gars qui est en train de bosser, il soit full focus sur une boîte. Je comprends parce qu'ils ont mis leur argent. Mais là, il y a un problème d'alignement, d'incentive, tu vois. Ouais. Alors,
Voilà, ça c'était la petite parenthèse, le petit taquet, je voulais le dire. Maintenant, je reviens. Non, mais en plus, c'est totalement logique. Et Bah je oui. veux dire, moi, je serais à leur place, je ferais la même chose. Hein. Ouais. Ah bah oui, sois focus. Mm. Mais ok, très bien. Mais en fait, tu peux aussi dire, bah moi j'ai plein d'envies dans la vie. Il y a la notion de live design, c'est-à-dire les différents projets ils s'alimentent les uns les autres. On est en train de créer France Nuage. Bah en fait France Nuage c'est quoi? C'est autre chose qu'un cloud. C'est un truc après le cloud. C'est avant. Enfin ouais, c'est après le cloud. Dans lequel, en fait, France Nuage, pourquoi? Bah parce que ça va permettre d'héberger tous les SaaS et tous nos projets, les SaaS Camp, etc. Super. On avait besoin de connecter un Brain avec autre. Et ben du coup, en fait, ça, c'est utile pour moi, mais c'est utile aussi pour ceux qui bossent avec moi. Donc en fait, tu vois, c'est pas des routes. Les différents sujets sur lesquels je bosse, le SaaS Camp d'ailleurs, c'est pas des routes diverses qui divergent. T'as su un scénario quand même qui se relie. Et- Ouais, et c'est très pas genre convergent. par ailleurs, il est entraîneur au club de basket. Ouais, Ça, c'est ça. il y a quand même pas mal de points de connexion avec tout le reste. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que quand tu fais quelque chose de nouveau, bah, ça alimente autre chose. Par exemple, le bouquin, je sais que ça fait 10 ans que je fais des audits pour les fonds d'investissement et autres. Et que je donne des cours aussi en école d'ingé, j'en ai marre de répéter les mêmes principes. De toute façon, je sais que je vais continuer à répéter les mêmes principes, mais je mets ça sur un bouquin, comme ça c'est posé. Et en fait, ce bouquin-là, ouais, vas-y, Non, j'allais juste troller en disant, ça changera pas son quotidien, mais il pourra facturer le bouquin en plus. C'est pour troller. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis parce que j'avais l'envie personnelle. C'est peut-être de l'ego, mais moi c'était plutôt de me dire sur mon lit de mort, j'aurais au moins écrit un bouquin, ça va me survivre, Ouais. quoi, tu vois. Et donc de se dire, ok, le bouquin il fait ça. Et puis depuis 2 ans, on crée un collectif de freelance No Bullshit Tech Engineers. En fait, le collectif il est basé sur, on applique quotidiennement les principes du bouquin. Et en fait, tu vois, ça s'alimente. Puis en fait, après maintenant, c'est freelance, c'est bien, mais au-delà du freelancing, c'est quand même mieux de décorréler ses revenus de son travail. Du coup, ok, en fait, faut les former à faire des SaaS. Faisons un SaaS Camp. Ça y est, maintenant, on a une semaine de SaaS Camp tous les ans. Et en fait, l'idée, c'est que des choses que je trouve qui s'accumulent, et chacun dans son chemin de vie, on va dire, trouver ce qui nous anime, nos passions, ce qui nous anime, et essayer de faire des projets, des produits, je ne sais pas quoi d'autre, mais qui soient cohérentes entre elles, pour pas perdre de l'effort. Et ça, ils en parlent dans le bouquin. Et faites attention à ne pas faire un choix de trajectoire de vie qui est totalement opposé à tout ce que vous avez construit dans le temps, tu vois. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est surtout, on le voit beaucoup sur les changements de carrière. Et on se rend pas compte à quel point un changement de carrière, c'est coûteux, en fait. Mm. Parce que, bon, tu peux apprendre vite, hein, mais tu passes quand même beaucoup de temps à jeter beaucoup de choses que t'as appris, quoi. Et tu peux trouver après quand même une continuité dans ta direction de vie, malgré un choix de carrière, parce Bien que sûr, c'est pas ouais. que dans le prise du travail, mais oui, c'est vrai. D'où l'importance, en fait, je pense, quand t'es enfant, de très très vite trouver sa direction. Ça, c'est par exemple, moi, j'ai su assez vite que je voulais pas être ingénieur, tu vois. Genre, j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait un startup week-end, ça m'a ouvert les yeux sur, ok, il y avait une énergie, et c'était, ouais, tu vois. Et ça, quand tu le comprends tôt, c'est cool parce que tu pars du coup dans le web et tu perds pas du temps à apprendre à faire de la mécatronique ou des trucs pour te rendre compte après quand t'es chez Thales que c'est pas ce que tu veux faire, tu vois. Je suis partagé là-dessus, je pense. Mais après, c'est peut-être parce que moi, je suis ingénieur généraliste, alors du coup, j'ai un petit peu fait plein de trucs qui servent à rien au final, mais... Et docteur. Oui, mais ça, c'est plus dans le thème, on va dire, à la limite de ce que je fais maintenant. Mais non, mais le côté... En fait, je trouve que c'est intéressant parce que tu peux te retrouver à faire des choses qui vont pas te servir directement, genre, je sais pas, moi, j'ai fait de la méca, bon, ça me sert pas tous les jours. Tu sais, la conception mécanique, un pont, comment tu calcules les efforts, les trucs. J'ai oublié les 3/4, hein, tu vois. Mais je me rappelle de quelques principes. Voilà, ça c'est hyper important. Ça s'épanouit, enfin pardon, c'est pas ça s'épanouit, ça s'évapore un peu. Il te reste derrière quand même une sorte de réseau de connaissances qui fait que si jamais je rechoppe un truc qui est en rapport avec ça, je peux le connecter bien plus facilement à quelque chose que j'ai déjà. Alors que je sais pas, la plupart des gens savent pas ce que c'est un pont en treillis, et c'est ok, tu vois. Mais en fait, et j'aime bien ce truc-là parce que tu te retrouves à travailler ton savoir-être, tu vois. Et si je sais pas moi, t'es parti dans une carrière sportive ou dans la musique quand t'étais gamin et qu'en fait tu te rends compte que ton truc c'est l'enseignement, déjà tu peux des fois quand même trouver un virage qui fait que t'es pas obligé de tout larguer sur l'aire d'autoroute et que tu peux quand même faire un truc sympa avec tout ça. Mais en fait c'est pas grave, ça t'a construit aussi, tu vois. Alors tu seras peut-être pas comparable à une bête de course qui a fait que ça, tu vois, le stéréotype de l'enfant chinois qui fait de la gymnastique depuis qu'il sait marcher. Bon, oui, on pourra peut-être pas faire de la gym aussi bien que lui. Mais en fait, c'est pas grave. À un moment, le but, c'est quoi? C'est d'être performant ou c'est d'être vivant, tu vois. Je fais que des fins de podcast potentiels au cas où t'en as marre d'arrêter. Non, c'est vrai qu'elle est pas mal. Et je reviens, et du coup, ça me belle transition sur ce que tu disais là. Tu disais depuis le plus jeune âge, tu disais il faut savoir où on veut aller. Et en fait, je pense qu'il y a aussi le fait de savoir s'écouter et de se dire qu'est-ce qui m'anime,
Toi, t'as suivi ton gut là, Ouais. en disant non, mais en fait, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est résoudre des problèmes et entreprendre, quoi. Et en fait, en te guidant, ta vie est beaucoup plus simple. Et finalement, tout se construit autour, parce que entreprendre, du coup, tu as rencontré des entrepreneurs, du coup, tu as envie de discuter avec eux, tu as envie d'apprendre, et de partager aussi. Donc là, tu fais un podcast et c'est totalement lié à ça. Et en fait, tout ça, ça s'accumule mutuellement. Et toi, tu es dans ton chemin de vie de entreprendre, SaaS, etc. Et j'ai du mal, et marketing, si je me trompe pas. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut réussir à. En fait, il y a un moment, tu vas toujours finir par te lasser par ce que tu fais. Mm. Et l'énergie, l'énergie, tu vois, c'est vraiment pour moi une sinusoïde. Des fois, tu vas être en haut, tu vas avoir la patate. Mm. Parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois, ça me gonfle TypeScript, ce que tu veux. Mais ça va remonter. Et quand t'as ce mindset-là, c'est là où t'arrives à aller au bout des choses. Mm. Parce que la plupart des gens, en fait, c'est quand ils dans le down, ils arrêtent ce qu'ils font. Ou ils repassent sur une autre idée. Sinon, ça m'intéresse plus. Mais non, en fait, passe ce moment-là, fais autre chose, tu vois, je sais pas, enfin, profite tu restes à un autre sujet, tu vois, qui a rien à voir. Et quand ça remonte, c'est là où tu t'y remets, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai eu du mal, moi, à gérer ces périodes de down. Il y a beaucoup de projets que j'ai abandonnés dans le passé parce que après, c'est vrai, je me suis rendu compte que j'étais dans ces moments de down. Ouais. Et si j'avais tenu un peu plus, après, ta vie est différente, tu vois. Donc, il y a aussi cette notion de résilience et de s'écouter, en fait, aussi. Quand est-ce que t'es en haut, quand est-ce que t'es en bas. Et vraiment, ça, c'est un truc, je crois que c'est un prof à l'école qui nous avait dit ça en deuxième année, c'est faut pas lâcher, faut pas lâcher, et faut aller jusqu'au bout des choses, parce que ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui je ne sais plus ce qu'il dit à ce moment-là, c'est ceux qui sont allés jusqu'au bout. Mm. Et vraiment, je le vois, bon là je vais parler pour les développeurs, mais je le vois à l'école en fait, quand dans des cours, il y en a, ils vont à chaque fois que tu vas les voir en cours, ils ont dit ouais j'ai une super idée, je suis parti sur un nouveau projet, mais ils ont pas fini le précédent. Et finir, pour moi alors j'aime bien dire tant que c'est pas en production ça n'existe pas, mais ils sont pas allés par exemple aller jusqu'à le vendre, etc. Mais alors du coup ça servait à quoi que tu commences ce projet? Ils vont me dire ouais mais c'était fun, j'ai pu apprendre des choses. Mais si t'as appris des choses, mais que t'es pas allé jusqu'au bout de l'histoire, en fait, t'as pas vraiment appris. C'est-à-dire, c'est très facile de faire tourner une base de données sur son ordinateur. C'est plus compliqué de gérer 100 000 utilisateurs d'un seul coup sur ton site, quoi. Avec la même base de données, je veux dire. T'as pas les mêmes contraintes. T'as pas été jusqu'au même niveau d'apprentissage. Ouais. Voilà. Et donc, je reprends l'histoire. Tu disais de la philosophie, etc. Connais-toi toi-même, savoir ce qui t'anime, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Là, t'en parlais aussi dès le plus jeune âge. Puis ensuite, guider l'enfant, ou en tout cas lui poser des questions sur tu pourras tout faire dans la vie, c'est pas un problème. Tu pourras tout apprendre, c'est pas un problème. Avec si t'es pas bon, t'es bon dans ça, t'es pas bon dans ça, mais c'est quelle horreur. Bien sûr que non. N'importe quel humain peut apprendre tout ce qu'il veut. C'est juste une question de temps. Ceci étant dit, et tu l'as dit tout à l'heure, par exemple les poutres, moi aussi j'ai acheté un bouquin sur comment faire des maisons en bois, en ossature bois. Donc je l'ai pas encore lu, mais je me dis ouais par exemple là avec le SaaScamp, peut-être que le SaaScamp ça serait bien de le faire à la ferme et de pouvoir faire des maisons en ossature bois, comme ça les équipes pourraient être chacune dans leur et là ça ferait du sens de faire Absolument. ça. Mais tu vois c'est à ce moment-là que je vais utiliser ce truc-là qui a été capté, cette information-là qui se trouve dans une bibliothèque pour le coup, et de me dire je vais l'utiliser, on va pouvoir faire des maisons en ossature bois, on va pouvoir loger les gens, parce que ça va dans le sens de plus on est fou, plus on rit, et on va s'éclater tous ensemble à faire des produits, quoi, et à résoudre des vraies douleurs, des trucs concrets. D'ailleurs, moi, un truc que j'ai retenu de ce bouquin, c'est qu'on peut pas construire une maison tout seul. Oui, en Il y a plus. tellement de trucs. En fait, c'est tellement compliqué entre le socle, la dalle en bois, etc., ou en béton, peu importe comment tu l'as fait, qu'il faut que ce soit bien aligné, il faut que c'est lourd, en fait, même les structures, etc., qu'en fait, tu te rends compte, une maison, tu peux pas la construire seule. C'est impossible. Et il y a beaucoup de choses dans la vie comme ça que tu peux pas construire seule. T'as beau essayer de te convaincre, je vais la construire à ma baraque, tu vois, peu importe, j'irai vent et mer, je la construirai. En fait, tu peux pas tout seul. Il y a des trucs, c'est impossible. Ou alors, Compliqué. il faudra de l'aide à un moment. Une difficulté supplémentaire qui n'a pas forcément de récompense aussi. Ouais, c'est ça, parce des que fois c'est juste plus simple d'avoir un pote. Non, mais c'est vrai, parce que je me souviens d'un gars sur YouTube là qui prend des gros rondins, je sais pas si c'est au Canada ou en Amérique du Nord. Ah oui. Et puis qui fait sa maison et qui les stack. Il fait ça tout seul. Mais par contre, à côté, il a une, tu sais, les grosses grues là, et puis donc il y arrive. C'est juste que c'est plus lent, quoi. Ouais, t'as raison. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Et d'ailleurs, même, je pense que ça, c'est un hack aussi. C'est quand t'es dans les périodes de down, t'as plusieurs manières de gagner l'énergie. Alors, t'en as certains, ils se reposent, t'en as d'autres, ils prennent des médocs, ça c'est pas conseillé. Mais t'as aussi un autre truc que les gens ils parlent passer, c'est que l'énergie, tu peux la trouver chez les gens, tu vois. Et se ressourcer chez les gens, ça c'est un truc que j'utilise beaucoup, tu vois. Genre, par exemple, tu vois, même là, tu vois, j'ai repris de l'énergie. Genre, l'énergie, c'est très contagieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que
c'est un autre truc que j'apprendrai, c'est l'optimisme. Le pessimisme, c'est très très contagieux. L'optimisme aussi. Et du coup, il faut savoir s'entourer et se mettre, si possible, parce qu'avec des gens optimistes, pour toujours se ressourcer dans la période de dingue. Parce que tu vas forcément en avoir. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gens ils commencent jamais tout seuls en fait dans ce que tu fais. Ça demande Et puis ça, il y a une émulsion. une émulation. Une émulation. Parce qu'une émulsion, c'est encore autre chose. C'est en cuisine. On a déjà ouais. mangé, c'est bon. Il y a une émulation collective. Ce côté, en fait, oui, t'as un startup week-end no bullshit du coup, donc là effectivement t'as du concret derrière, mais cette émulation, c'est trop bien. Les startup week-end, moi j'adorais ça. Pour cette raison-là. Puis sinon, pour revenir sur un truc qu'on se disait avant sur le côté finir ses projets, etc. C'est un truc, je sais même plus c'est quoi leur devise maintenant, mais mon école d'ingé, historiquement, leur devise ancestrale, c'est finir. Je trouve ça trop bien. En vrai, ils ont mis ça en un mot. C'est clair. Finir. Ouais, c'est bien. C'était ça, tu vois. Tous finis. Et non, c'est pas pour lancer la fin du podcast, c'est vrai que ça aurait pu. T'as envie d'être couché, toi? Non, pas du tout. Mais ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que effectivement, c'est important d'aller jusqu'au bout des trucs et de pas démarrer 15 trucs. Mais en fait, faut faire la part des choses. C'est ok des fois juste de jouer avec un machin et puis de pas le finir parce qu'en fait, sa fonction, c'était peut-être pas celle qu'on pensait au début, qui était d'avoir fabriqué quelque chose à la fin. En fait, peut-être que ce truc-là, c'est pas la fonction qu'il aura parce qu'on a décidé de pas finir et tout. Ce qui, je pense, est problématique, c'est quand on n'est plus capable de finir un truc. Et c'est assez ingrat de finir un truc parce qu'en général, c'est là que tu mets un peu la Pareto, les 80% d'énergie pour 20% de gain à la fin, là, c'est pénible. Ouais. Et c'est là où t'as tous les petits problèmes de ça marche pas comme tu veux dans les détails, et en fait, des fois, t'as un peu envie de retourner la table et t'arrêter là. Ouais, ou alors il faut que tu te mettes au marketing parce que ça fait 50 ans que t'es en train de faire du produit et que là il se déclenche des triggers, tu lui poses un calendrier pour qu'il prenne une démo. Pour encore, justement, tu parlais de se confronter au réel, mais les clients c'est ça, hein. Ils te confrontent au réel H24, hein. C'est pour ça qu'il faut faire des calls au début tout le temps. Moi c'est ce qui m'a permis de pivoter plusieurs fois, hein. Tu calls. Je suis d'accord avec ça, ouais, non, si l'histoire revient. Non, mais très bien, je savais pas que c'était finir le principe de l'ICAM. Non, je trouve cool parce que tout le monde fait des devises à rallonge, machin, là, c'est... Ouais, c'est pas bête. Je sais pas si vous avez un truc que vous vouliez dire, d'ailleurs, je sais même plus c'était quoi le sujet du podcast. On était sur l'apprentissage. Etc. Ouais. Moi, j'ai un truc, sinon, je peux vous partager pour apprendre Vas-y. vite. Tu parlais des newsletters. J'aimerais avoir votre avis sur X aussi, parce que je sais que tu utilises pas mal X. Moi, les newsletters, j'essaie de pas trop en avoir, mais j'en ai une qui s'appelle TLDR. Et qui, en fait, c'est une curation de tout ce qui s'est passé dans la tech, pas forcément que dans la tech, il parle de science aussi, mais il t'envoie ça tous les jours. Et en fait, le matin, en général, je l'ouvre, je regarde les 2-3 liens, et d'ailleurs, certains, quand ils sont bien, je les place dans le WhatsApp. Mais je trouve que c'est intéressant ce format pour avoir toujours apprendre vite en fait, parce que t'as quelqu'un qui a déjà fait la curation pour toi. Il faut les trouver en fait certaines. T'as JavaScript Weekly, t'en as plein des trucs en code. Weekly, ouais. Ce que t'aimes, Weekly. Ouais. Clairement, ça c'est. Et ça, c'est un gros gain de temps. Tu t'emmerdes pas à faire de la veille quoi. Clairement. Parce que X, moi j'ai déjà essayé de tester un peu quand même pas mal, mais j'ai du mal avec le format parce que j'ai l'impression que le temps que je passe dessus et je dois mal l'utiliser en fait, par rapport à ce que je gagne en fait. Après, faut quand même pelleter pas mal de terre avant de trouver une pépite sur X des fois. Ouais, faut aimer la politique quoi. Ces derniers temps, en plus, j'ai l'impression que depuis le rachat, c'est allé, enfin, il y a de moins en moins de gens qui font du contenu intéressant dessus. Enfin, il y a quand même des trucs rigolos, mais c'est plutôt à la baisse. J'ai l'impression. Je sais pas comment toi tu le vis de ton point de vue. Moi je. T'es plus trop dessus ça. Si. Alors deux axes. Un axe sur la productivité. J'ai demandé, ce qu'on fait avec ma femme, c'est qu'on a chacun les codes on a activé la fonction temps d'écran du téléphone. On a sélectionné tous les réseaux sociaux. Moi, je me suis mis à 5 minutes, et donc j'ai 5 minutes. Et par contre, ça, du coup, ça c'est pas une légende, c'est vrai. J'ai 5 minutes, et c'est elle qui a le code pour mettre plus de temps. Donc au bout de 5 minutes, j'ai plus de Twitter, j'ai plus de LinkedIn, j'ai plus ça sur mon téléphone. Donc faut pas me contacter par LinkedIn ou par Twitter. C'est pour ça que je réponds peu. Néanmoins, donc ça c'est pour limiter, parce qu'en fait X, effectivement, moi ce que j'aime bien avec X, c'est que t'as de l'actu non filtrée, et donc mais de toute façon, tu lis Le Monde, on te dit que il y avait des bombes, il y avait des armes nucléaires en Irak, Le Monde, France Info, etc. C'était bullshit aussi, donc faut de toute façon en tant que citoyen avoir une prise de recul. C'est pas parce que c'est des médias qu'ils ont un coup de tampon gouvernemental et nos subventions que c'est mieux. Donc ça, c'était dit. Mais de la même manière sur X, on a les mêmes problèmes, en fait. Donc, de toute façon, voilà. Ce que j'aime bien sur X, c'est que il y a un peu plus de tout. Et
C'est un peu comme le 4chan. En fait, c'est plus proche de 4chan X maintenant, de plus en plus. Un peu moins problématique. Un peu moins. C'est vrai, hein, quand tu Non, prends il y a ce un peu stand de apps. En vrai, c'est que tu vas tomber sur 3 trucs de shitpost, mais tu dis inventif, ok. Ouais, Et puis après, tu auras un article sur optimiser tes requêtes PostgreSQL dans tel cas précis. Voilà. Ok. Donc c'est vrai que Ah, X c'est- pour de l'information pure, je pense pas. Par contre, pour avoir un peu d'infos que tu trouves pas ailleurs, mais ça peut être de tout ordre. Là, je pense vraiment politique parce que en ce moment X il donne en tout cas sur mon flux à moi, il donne beaucoup de trucs politiques, mais ça m'intéresse aussi, tu vois. Mais ça peut être un peu de tout en fait, des choses que t'aurais pas vu. Qu'est-ce qu'on parle pas en Europe et qui est super intéressant outre-Atlantique. Ouais, ben non, là je pense politique, donc je vais pas parler de ça. Après, les newsletters, moi, j'avoue que j'ai pas encore complètement stabilisé ma pratique. J'en ai qui m'intéressent. Mais en fait, je me remarque qu'il y a des moments où je laisse complètement le truc couler. Genre, il suffit que je sois, tu sais, sous l'eau, en vacances, ou il y a 1 ou 2 semaines où ça déraille. Et après, des fois, je mets 1 an et demi à rattraper le truc. Et quand je dis rattraper le truc, des fois, c'est tout simplement juste faire le deuil, archiver tout ce que j'ai reçu et pas lu, et puis juste reprendre l'habitude de les lire. Parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude de plus les lire pendant X semaines, et parce que j'étais à fond. Là, par exemple, je suis au SaaScamp depuis lundi. J'étais au Startup Weekend ou le t-shirt depuis vendredi. Bah en fait, ma inbox, elle ressemble à rien. Tu vas en faire, et je sais qu'en fait, si je l'avais pas déjà perdu juste avant, potentiellement, c'est le moment où je décroche parce que je me retrouve à devoir lire 8 newsletters dans la journée si je veux rattraper un peu mon retard. Et du coup, j'ai un peu une relation amour-haine avec, parce que des fois, il y a ça, mais il y a d'autres moments où je trouve que c'est vraiment de l'émerveillement parce que t'as une sorte de condensé de trucs où, putain, on te met à chaque fois, je sais pas, un nom de projet, 4 phrases, un nom de projet, 4 phrases. Et en fait, sur les 20 trucs que te propose l'édition de la newsletter en question, t'en as 7 qui t'intéressent, tu vois. C'est genre, c'est Disneyland, Quand je suis dans le cas que tu décris, je les passe en lu. Je dis, Ok. ok. Souvent, CSS Weekly, pour le coup, Ouais. ou HTML5 Weekly. Un peu moins JavaScript Weekly, Node.js Weekly. Et puis après, c'est que tu sais, The Changelog de GitHub, etc. Celle-là, c'est plus compliqué parce que c'est vraiment 360 degrés sur de la tech. Il y a forte chance que ça soit super intéressant. Bah ouais, c'est ça. Et puis D'ailleurs, il y a un Rust Weekly. Hacker News Weekly. Ah, ça, je connais pas, ça. Ah bah, Ça doit être bien. en fait, c'est les top messages. Ça tombe le dimanche, je crois. Donc moi, le dimanche matin, avec le croissant, t'as le... Celle-là aussi, il doit y avoir, ça doit être un repas équilibré, il y a à boire, à manger. Ouais. dedans. Moi, j'ai changé ma routine il y a 15 jours, là, que j'aurais dû faire avant. Quand je prends mon café maintenant, alors c'est pas très glamour, mais je regarde Hotjar. Je mets Hotjar qui se lance, je regarde ce que les gens ils font sur le site. Et après, quand j'ai fini Hotjar, je tape Sentry, et après, je tape Plausible et PostHog. Et en fait, je me suis rendu compte que juste plus que, en fait, moi, je peux regarder des trucs cons, en fait, quand je prends le café, et en fait, je me dis, ça sert à rien, tu vois. Donc, autant et maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois que je prends mon café, comme j'aime bien, parce que c'est un moment que j'aime bien, je lance Sentry, ça c'est con, enfin, Hotjar, je pense toujours pour Hotjar, c'est con, tu vois, tu vois les mecs qui font. Mhm. Il y a plusieurs fois, je dis, mais en fait, merde, le site, il est complètement pété, là, ça fait combien de temps que c'est pété, le mec, il fait, et puis ça marche pas, son truc. Et j'aime bien avoir là, c'est pareil, c'est des rituels, quoi. Ah, c'est un quick win énorme, ce que tu dis là. Et d'ailleurs, super inspirant. Ouais. D'ailleurs, le truc que je fais aussi, j'avais commencé à le faire, c'était pas mal. C'est quand je tombais sur quelqu'un que j'aimais bien, ça galère, mais je remontais toujours du premier, tu vois. Je scrollais, je regardais, lisais le premier et je remontais en lisant comme ça, tac tac tac. Et c'est trop marrant parce que c'est comme si j'avais accès à son cerveau, au fait, et ces raisonnements qu'il avait au fil des ans, tu vois. Et des fois, c'est trop marrant parce que tu vois quelqu'un qui imaginait pas, il parle de JavaScript, mais en fait, les premiers trucs qu'il a fait, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est sur la cuisine, par exemple. Oui. Et du coup, ça permet J'avoue. c'est cultiver le hasard, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça, t'as quand même t'as plus de cohésion, de cohérence, je pense, dans le feed d'une personne quand tu le remontes que dans la timeline, par exemple, tu vois. J'ai peut-être un truc qui va un peu plus intéresser ton audience qui nous écoute. La newsletter que je n'ai jamais réussi à abandonner, c'est le petit email Metabase du matin. C'est dit avec le café. Alors, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, Metabase, c'est une petite application que tu branches à ta base de données. Si tu fais du MongoDB, du PostgreSQL, que sais-je, sur ton application. Et tu vas pouvoir t'en servir à la fois comme interface d'exploration, de visualisation de tes données, avec un petit côté data viz où tu peux faire des graphiques avec, etc. Mais basiquement, c'est un peu comme si tu disais, je me crée un dashboard en quelques clics, avec des équivalents de requêtes SQL qui vont lire combien d'utilisateurs sont inscrits hier, combien dans ceux-là ont fait tel truc avec mon application, pourvu que ce soit dans ta base. C'est toi qui le définis. En fait, c'est toi ton application qui finalement a là sa structure de base de données, tu vois. Dès le moment où via une requête select, t'es capable d'avoir l'info,
Tu mets un petit côté data viz par email, par exemple. Quoi Ouais, où tu pourrais lui faire un dashboard, que tu lui donnes un lien. Enfin, t'as plein de trucs que tu peux faire Et là-dedans. tu peux inclure les dashboards en iframe dans ton SaaS. Oui, il y a des gens qui Donc font ça ça. t'évite de développer le reporting pendant au moins les 6 premiers mois du SaaS. Le truc de la zone admin que t'as que 3 employés, peut-être, ou incluant toi-même, qui vont y accéder, etc. Bah, plutôt que de le dev, tu fais un iframe de Metabase qui est fait pour ça et qui te met ton graphique, ton truc. Par exemple, Fait par pas mal de boîtes d'ailleurs. le nombre de requêtes qu'il a fait sur Hook0, par exemple, genre le truc, ou sur... Ouais, bah parce qu'il se trouve que nous, dans Hook0, ça, c'est stocké dans la base de données, parce qu'il faut que ce soit Ouais. accessible quand même, tu vois. Bah, en fait, moi, dans mon petit email, par exemple, j'ai la liste des gens qui sont inscrits la veille, parce que c'est encore pas un volume où je me dis, c'est bon, 4000, je vais pas les lire, tu vois. Du spam, mais là, ça a l'air intéressant. Ou, tu sais, tu peux un peu voir, et puis des fois, c'est des gens que tu retrouves sur support 2 jours après, donc tu dis, ah ouais, c'est vrai que je me rappelle, il s'est inscrit. Et je trouve que ça te garde branché sur ton SaaS, donc c'est un peu comme si tu avais créé ta newsletter à toi-même, en quelque sorte. Oui. Et petit instant pub 5 secondes, j'ai codé la donne pour déployer ça sur Clever Cloud en 2 clics, si vous voulez, du Metabase as a service et managé par moi-même. Bah, du coup, c'est possible sur un cloud français. Mais sinon, par ailleurs, ça s'installe assez facilement. Je veux dire, c'est pas le Ouais. logiciel le plus horrible à héberger Je sur ta connaissais même stack. pas, tu vois. C'est Metabase. trop bien. C'est open source. Même si tu veux le booter en local et tester, ça marche très bien aussi. Les capacités de représentation graphique de Metabase sont qui est Netir d'ailleurs, netir.fr. On fait du product placement là. NETIR, ouais. Voilà. NETIR, ouais, tout à fait, tu fais bien de le dire. On a testé Superset. Superset, c'est projet Apache Foundation. Et lui, en fait, il est beaucoup plus avancé en termes de data viz que Metabase. Metabase, par contre, l'intérêt de Metabase, c'est que t'as vraiment cette notion. Bon, attends, on est en train de parler de ce sujet-là, mais parce que moi, je rentre dedans, en fait, là, c'est passionnant. Mais là, en gros, ça permet à des équipes. Mais on dit dans une entreprise, il faut libérer la donnée, donc il faut libérer l'accès à la donnée pour peu que là, on parle plutôt des boîtes, des PME, des ETI, etc. Eh bien, l'intérêt d'un Metabase, c'est que tu vas pouvoir du coup exposer des modèles de données qui pointent en réalité sur des tables. Donc tu vas pouvoir dans Metabase définir le titre de cette colonne-là, lui donner un autre titre, donner une description, dire si c'est une énumération, etc. pour faciliter l'usage par des gens non techniques qui ont même soit ils peuvent aller sur du SQL, soit ils ont un interface qui leur permet de dire prends l'utilisateur, prends leur commande, etc. quoi. Et faire leur propre dashboard, leur propre reporting, répondre à leurs propres questions, ce qui est juste fondamental quand l'intégralité de nos entreprises maintenant modernes repose sur l'outil informatique pour la transmission d'informations, et ces informations-là, on les stocke en base de données, donc il faut bien être capable ensuite de les exploiter a posteriori, soit pour de la projection, soit pour comprendre ce qui s'est passé par le passé, quoi. Voilà, pour moi, c'est dans mon toolkit par défaut. On va essayer de remplacer. Il y a PostgreSQL aussi en général, ça fait un bon combo, je trouve. Intéressant. Bah écoutez, ça fait 1h30, donc je sais pas si vous avez... Ouais, parce que sinon, on va partir sur la BI et tout. Réinvite-nous qu'on te refasse un entrée plat dessert pareil. Ouais. Parce que là, on n'est pas trop... Là, on a commencé sur l'apprentissage, on a terminé sur la BI, quoi. Je pense qu'on peut faire encore plus un grand écart. Ouais, t'as tout à fait raison. On s'est Tiens, d'ailleurs, ouais, enfin, je sais pas si on peut le dire, mais c'est quoi, genre, les trucs que t'as appris, avec les enfants? Parce que toi, t'avais comme 2 petites filles. Comment, où tu as compris, en fait, de leur expliquer, de manière, je sais pas comment l'expliquer. En fait, la question, c'est plus, quand tu veux faire comprendre à quelque chose à tes petites filles, comment tu t'y prends, en fait, pour facilement leur expliquer un concept. Bah là, vu qu'on est sur les 5 premières années de leur vie, ouais, en fait, ça va jusqu'à 7 ans, mais sur les 5 premières années de leur vie, on va dire, il y a le sujet de la gestion des émotions, puisqu'elles peuvent pas gérer leurs émotions parce qu'elles ont pas, tu sais, la partie du cerveau qui se développe et qui se termine de se développer à 7 ans. Et donc, pour l'instant, le seul truc qu'on est à peu près content de ce qu'on a fait, c'est justement de leur expliquer que, quand on va avoir une montée d'émotions, plutôt que d'aller mordre ou d'aller griffer ou d'aller plutôt soit d'aller, si tu as vraiment besoin de mordre, tu vas mordre ce qu'on a mis dans un congèle, tu vois, les trucs que tu mords dans un congèle, quoi. Ou alors tu vas aller crier, mais tu vas crier ailleurs, tu cries pas dans nos oreilles, etc. Ce genre de choses. Mais pour l'instant, on en est là. Mais j'ai une liste, comme toi d'ailleurs, on en parlait avant, de voilà l'ensemble des grands principes et règles de vie que je veux lui apprendre. Et plus le temps passe, toi, nous, comme de nos dizaines d'années de vie, maintenant on se dit voilà, il y a tel et tel principe. Ah ouais, ça vraiment c'est important. Puis en fait, quand tu repasses sur cette page-là et que tu commences à jardiner, tu te dis bon ok, en fait oui, mais si je devais en garder que 3 ou si je devais en garder que 5. Et c'est là où en fait on essaie de chercher plutôt ce qui est des dans la vie. Alors je sais que c'est un peu. Faut finir les choses, quoi. Ouais, voilà, faut finir les choses. Et puis aussi, tu vois. Là, ce sera tes légumes pour commencer. Comment dire
tout est dans la juste mesure des choses. Mm. Tu vois, ça c'est un truc très 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 ancien, tout ce qui est la notion de mesure. Tout est dans la juste mesure des choses. Bah oui, si tu manges tous les jours des fraises tagada, tu vas avoir des problèmes, quoi. Tout comme si tu fais que du JavaScript et que tu testes pas d'autres langages, tu vas avoir des problèmes. Si tu fais du MongoDB, tu vas avoir des problèmes. Voilà, c'est ça. Donc C'est un troll gratuit. tout est dans c'est gratuit, mais en fait tout est dans la juste mesure des choses. Et je pense que c'est, tu vois, on en parlait sur l'apprentissage. Bah si je fais que de l'apprentissage et que je fais pas d'exécution, bah je suis pas dans la juste mesure des choses. Ouais. Ça c'est assez intéressant. Non, en fait, ce que je dis, c'est Marc Aurèle. Hein. C'est son bouquin. Ouais, bah, de toute façon, oui. On se pose la Le question de stoïcisme. c'est quoi la juste mesure des choses dans un cas particulier. C'est toujours dur de savoir. Hein. Et ben c'est ça en fait. Ouais, c'est subjectif quand même. Mais c'est le c'est- fait de se dire que c'est vraiment un extrême, j'imagine. Ben, parfois il y a des extrêmes qui sont bons parce qu'en fait on est déjà à un autre extrême et donc il faut aller chercher de l'autre côté. Je pense que le plus important c'est de se poser la question Ouais, et de pas. j'allais dire, c'est une injonction à s'améliorer, à se poser la question. C'est ça, de pas être juste un suiveur et de vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être acteur de sa vie. Et pour être acteur de sa vie, il faut savoir où tu vas et pour savoir. Faut accepter de faire les erreurs surtout. Oui. Ça c'est les erreurs. Les erreurs comme les succès en fait. Hein, c'est pas l'un ou l'autre en fait. C'est tu t'apprends tes erreurs, t'apprends tes succès et tu faut pas avoir peur de faire des conneries quoi. Que la vie est une sinusoïde. Mm. Que tu vas avoir des fonds, tu penses que tu iras pas plus bas, et en fait, si, tu vas remonter, puis tu vas aller encore plus bas la prochaine fois. D'ailleurs, il y a un truc, bon, je vais pas trop long, mais il y a des vidéos que j'adore regarder sur On est en YouTube. train de faire le grand écart, là, c'est bon. C'est les gens qui interviewent les personnes âgées, tu vois. Ah Et oui, c'est toujours très super. tactique avec les thumbnails. Et il y a un truc, une vieille dame qui avait dit un truc. Elle lui dit, alors, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Tu vois, j'ai 60 ans de mariage, etc. Et après, elle disait, mon mari est décédé il y a 3 ans, etc. Et elle dit, le plus important dans l'amour, c'est qu'il faut avoir conscience que vous allez vous décevoir à un moment donné dans votre vie, que ça va arriver. Vous allez vous décevoir pour X raisons, je sais pas quoi. Mais si vous arrivez à passer les moments et qu'il y a toujours l'amour, etc., vous pourrez vivre jusqu'à comme moi, en fait, 50 ans de mariage, tu vois. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, c'est vrai que, bah, tu déçois toujours, en fait, à un moment donné, quelqu'un dans ta vie par une raison X ou Y, tu vois. Mhm. Par une accumulation de petites choses, des fois c'est des grosses choses, ça dépend. Mais c'est cette capacité aussi à je pense, ne pas jeter les gens. Je trouve qu'on jette trop souvent les gens rapidement aujourd'hui, qui font que tu peux construire des choses cool. Si construire, bon, là, on va vraiment faire le grand écart, mais construire sur du passionnel, bah, le passionnel, ça monte, et puis après, à un moment donné, Bien ça sûr. tape. Alors que l'amour est un choix. Si on choisit d'être ensemble, c'est un choix, ouais. Et c'est la même chose avec un associé. Exactement. Un associé, il va te décevoir à un moment. Mhm. Il va te décevoir, il va faire, je sais pas, X raison. Mais c'est pas grave, en fait. Enfin, je sais pas, je connais pas l'histoire, en fait, où c'était le grand amour tout le temps. Je pense pas qu'il y en ait. Enfin, même entre associés. Mais il faut quand même avoir conscience que, en fait, il faut, je pense que ça doit être difficile de bosser avec quelqu'un qui est trop exigeant envers toi-même, tu vois. Envers ses associés, tu vois. Il est intolérant, tu vois. Ah bah oui. Et il laisse pas le truc, parce que, soit il l'est avec lui-même, tu vois, et en même temps, bah, du coup, c'est une projection qu'il fait sur l'autre. T'as le droit d'être avec toi-même et de l'être avec les autres, là, c'est les principes de Toltec, quoi. Et moi, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme une barque, en fait. Au début, t'étais avec tes personnes, t'étais une petite barque, t'es en train de pagayer tout comme ça. Et à un moment, t'es au milieu de l'eau, tu vois, tu peux plus faire marche arrière, donc faut continuer à avancer. Mais sauf qu'en fait, si tu avances suffisamment, ta barque, elle se transforme plus avec un moteur, puis après, t'as un paquebot, etc., tu vois. Et en fait, je trouve cette image-là, elle est intéressante parce que ça te montre que, bah, plutôt que de gueuler sur l'autre personne, en fait, tu peux juste lui dire, ok, bah, pourquoi tu rames plus, là, en fait, qu'est-ce qui se passe, comment je peux t'aider, tu vois. Ou ok, bah, t'inquiète pas, continue, repose-toi, je rame, tu vois. Puis après, il s'y remet, et c'est toi qui te reposes, tu vois, ou enfin, j'aime bien cette image-là. Et d'ailleurs, ouais. Et ouais, non, mais pour refaire le lien avec ce que tu disais sur les associés, le fait de se dire les choses et d'agir en adulte responsable pour dire ok, ben moi tu m'as heurté sur telle émotion, que ça soit en pro ou en perso, et comment on peut résoudre ce problème-là et avoir un discours posé. C'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, quelque chose que je pensais pas possible, que ça soit pro ou perso, quoi. De dire les choses. Oui, en fait, que ça en pro, alors en pro, on voit des trucs surtout dans les grands groupes où ils jouent leur vie, mais c'est inimaginable en fait, ça n'a aucun sens de se taper là-dessus. Je connais pas ce monde, mais... Ouais, moi je suis content de y être. Et l'autre côté, c'est sur des relations, bah, avec David, voilà, on a cofondé Xero, des trucs comme ça. Bah, d'être dans une relation d'adulte. Et le fait d'être adulte, qui n'est pas quelque chose de naturel, qui est quelque chose qu'on se crée, on sort de sa situation un peu d'animal, voilà. C'est de se dire, bah voilà, on n'est peut-être pas d'accord, mais on va trouver une solution, on va trouver un chemin commun, on va faire des compromis, etc. Et j'allais dire, je crois que quelqu'un, il y a quelques jours, me posait la question de comment vous gérez les moments où vous êtes en conflit. En fait, je réfléchissais.
je crois pas qu'on a jamais vraiment été en conflit parce qu'en fait, il y a des fois on n'était pas d'accord sur un truc, mais en fait à la fin, enfin, je sais pas comment tu le vis toi, mais moi j'ai beaucoup de respect et du coup en fait au De bout d'un même. moment je me dis il est très convaincu de son truc, je suis probablement pas aussi convaincu de son truc, je vais genre ok on fait ton truc tu vois et en fait je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est le moment où t'es capable de te désolidariser un tout petit peu émotionnellement du sujet qui fait que tu peux laisser passer un truc qui aurait été vécu sinon comme une grosse frustration ou un truc qui marche pas, qui est moche, qui est insupportable, je sais pas quoi. Puis juste se dire en vrai au pire Bah, refais comme j'ai fait. on a comme signé j'ai dit. pour faire l'erreur ensemble, bah faisons l'erreur ensemble et tant pis et bon des fois tu peux pas forcément être aussi détendu que ça sur les questions, ça dépend c'est quoi les questions j'imagine, donc ça doit créer un peu de crispation mais en fait à la fin c'est ça tu vois, Mais c'est ouais, mais genre c'est vrai que qu'on alliait comme ton plus grand ennemi. Hein. Mm. L'émotionnel, c'est un truc de ouf parce que, par exemple, si t'es ultra émotionnel par rapport à, je sais pas, un bug qu'il a fait ou j'en sais rien, n'importe quoi, enfin, tout tas de trucs, tu vois. Mais en fait, tu peux abîmer. J'aime bien voir cette notion que c'est très très long de construire la confiance avec quelqu'un. Il faut des années, tu vois. Par contre, la détruire, c'est très rapide. Hein. Mm. Et tu peux mettre. Donc c'est pour ça que des fois, il y a contrôler ses émotions, c'est mine de rien un truc qui demande pas mal de travail. Un principe, c'est ne mets pas tes noix dans l'étau. Alors le noix, je l'ai fait exprès parce que c'est la version non censurée. Censurée plutôt. Ne mets pas tes noix dans l'étau. Ne mets pas. Je sais pas si les gens vont comprendre le. J'ai l'impression que tu l'expliques une fois par. Et mettre ses noix dans l'étau, c'est donc émotionnellement être dans l'étau. Et du coup, là, tu t'exploses, tu bouges dans tous les sens, etc. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. On a jamais eu de conflit parce qu'en fait, que ça soit parfois, moi, je voulais être trop exigeant, et puis en fait, David était en mode chill, t'inquiète, ça va bien se passer. Puis je dis, et en fait, juste le fait que lui soit posé fait que bah ça m'a tout de suite fait redescendre et j'ai fait non mais en fait ouais. Du Okay. long terme. Ouais. Ça sera fait en temps. Ouais, c'est ça, on fera ça plus tard. Et pour que je dise ça, quand même. On se le dit souvent mutuellement en plus, c'est ça qui est drôle Ouais. sur le. Tu serais pas un peu en train de t'emballer, genre est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Non, j'avoue, c'est peut-être un peu une excuse de. Avec la capacité de se dire des choses, que ce soit avec son associé, ou son cofondateur, ou sa cofondatrice, ou sur le perso, et on apprend toujours en fait, parce que plus tu mets d'émotions, effectivement, comme tu l'as dit, plus ça devient compliqué de sortir et de prendre conscience que je suis en train de monter émotionnellement, et donc là, faut que je me pose et que. Mais en même temps, c'est un moteur puissant, l'émotion. Exactement, c'est quand t'es attaché, quand t'es attaché à ton œuvre, quelle qu'elle soit. Petit hack. Ça donne envie d'y aller. T'en as donné un tout à l'heure en prenant ton café, en lisant, voilà. Moi, celui que j'utilise depuis maintenant 2 mois, c'est quand je suis vraiment vénère, ça m'arrive, et ben je prends ChatGPT ou équivalent, et il me fait la communication non. C'est d'un seul coup ça baisse et tout se passe bien. Et en fait, quand tu lis la communication non violente, c'est justement ça le premier truc, c'est que quand tu l'utilises en face, émotionnellement ça baisse aussi et tout va bien. Absolument, ouais. Bref, ça me fait penser à ça. C'est marrant comme type, j'aurais pas pensé. C'est intéressant. Et ça marche pour le pro et le perso. Je crois pas, mais après, moi je suis le premier en plus à se dire, tu m'aurais pas écrit ce message par IA, gros cochon? C'est vrai. Mais non, je crois pas qu'elle peut arriver. Je t'ai pas fait de CNV, ouais. Mais du coup, c'est vraiment très efficace. Je ne peux que le conseiller. Dès que vous sentez et s'écouter son corps aussi, parce qu'on en parlait avec d'autres entrepreneurs. En plus, tu défrustres en écrivant un ChatGPT. Ouais, je pense que cette fonction. Et t'as le droit de l'écrire en mode ultra hardcore. Ouais. Et lui, il te sort le truc, mais bien, t'enlèves crucial dans un monde, etc. Et hop, ça passe. C'est le côté que ce qu'on dit souvent dans la résolution de conflit, c'est que il est un peu dans l'acknowledgement de tes émotions en disant. Je comprends François Guillaume, t'as un petit peu envie de l'enculer avec un pied de table. On va pas dire ça comme ça. On va lui dire que sa conduite est sous-optimale envers l'objectif. Et en fait, ça te valide ton émotion en même temps que ça te trouve une solution finalement. Oups, j'ai débordé. Ah bah c'est bon, je pense qu'on a fait le grand écart là. On est bon. Bon, et bien sur ce, merci de nous avoir écoutés. Puis n'hésitez pas à marquer bien des outils et en refaire d'autres sur ces sujets-là, ce que j'aime bien moi. Et je sais pas si vous avez un mot que vous voulez dire avant de partir. J'ai une blague que j'aime bien faire. Bon bah c'est pas sur demande. Non, si j'ai une blague pour le truc de tout à l'heure, quand tu disais le truc que tu dirais à un enfant qui ne comprendrait pas tout de suite, mais qu'après peut-être il comprendrait, c'est ne triche jamais avec l'URSSAF. C'est juste pour la blague. Jamais avec l'URSSAF. Ça me conseille. Bon allez, sur ce, à bientôt.